Et si la crise que nous traversons n'était pas une parenthèse, mais un point de bascule définitif? Nous entrons dans une ère de chaos, une ère d'incertitude. La crise écologique n'est plus un horizon lointain, c'est une contrainte immédiate. Elle bouleverse tout, nos sociétés, nos organisations et nos vies. Alors l'adaptation n'est plus un choix, c'est une nécessité vitale. Transformer nos sociétés pour affronter la dérive climatique. Transformer nos organisations pour bâtir de la robustesse. Transformer nos modes de vie pour trouver de nouvelles manières d'habiter ce monde instable. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Time to Reset. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ilian Moundib. Bonjour Ilian. Bonjour Hugo, merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Alors Ilian, tu es consultant, formateur, conférencier. Ingénieur surtout. Qui est un vrai truc, un vrai diplôme. Sur les sujets de résilience climatique. C'est ça. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? J'ai un master de physique aussi. Moi, je suis un matheux de base et j'ai essayé de rentrer un peu dans le débat public autour de la question du risque climatique, effectivement, par les activités que j'ai maintenant là. Ok, super. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler finalement de la notion d'incertitude, qui est un sujet qui t'intéresse, qui m'intéresse également, pour penser le monde dans lequel on est en train d'évoluer. On va parler d'adaptation de notre économie, en fait, aux enjeux climatiques et environnementaux. Et enfin, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour les organisations, pour les sociétés, finalement, de penser l'adaptation et ce qu'il faut faire pour essayer de se mettre en mouvement autour de ces sujets. C'est parti ? Allons-y. Ok. La première question, moi, elle est assez simple, finalement. À partir de ton regard sur ce que tu vois un peu tous les jours, comment est-ce que tu décrirais notre société actuellement ? Je pense que notre société, elle est au croisement de deux choses. Elle est au croisement de ce qu'on appelle la dérive écologique, qui est irréversible, en particulier sur le changement climatique. Elle est arrêtable, mais irréversible. Les dégâts qu'on a créés, en fait, ils vont pas se résorber, en tout cas complètement. Et du coup, on change complètement de rapport à au substrat biophysique de notre économie. En gros, on n'a plus de climat stable, on n'a plus d'énergie abondante et on a de plus en plus de difficultés à accéder aux ressources. Cette situation de dérive écologique irréversible, elle croise un autre phénomène qui s'appelle, pour moi, la crise organique au sens de l'intellectuel antifasciste Gramsci. Gramsci, qu'est-ce qu'il explique ? Il explique que les sociétés, elles tiennent sur une hégémonie. L'hégémonie, c'est deux choses. C'est à la fois la force et le consentement. Quand tu es dans une période de crise organique, il y a un de ces deux bouts qui s'effondre. Ici, le bout qui s'effondre, c'est plutôt le consentement. Et du coup, il y a un conflit qui est en train de déborder toutes les structures économiques entre les personnes, d'accord ? Ce conflit, c'est un conflit par rapport, on vit de moins en moins bien dans notre société, c'est un conflit lié aussi à tout ce qui est les dynamiques du libéralisme, donc désindustrialisation, etc. Et en fait, ce conflit économique, il ne peut pas s'exprimer en dehors que dans la sphère politique. Et la sphère politique, elle, pour garder l'hégémonie, en fait, elle ne peut avoir qu'une réponse répressive par rapport à cet effet-là, puisque son rôle, en général, c'est de garder l'ordre économique actuel, le faire comme immuable. Et on est un peu dans la citation de Gramsci, je l'ai apportée pour ne pas me tromper, qui est vraiment, je trouve, absolument au cœur de toutes les crises qu'on a dans cette époque-là. C'est le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à naître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. On est exactement dans un truc comme ça pour moi, c'est-à-dire il y a une dérive irréversible qui n'est pas comprise en général dans la notion de risque, et on a une perte de consensus, une perte de consentement à l'ordre économique comme il est maintenant. La meilleure devise, et puis je vous laisserai voir de qui vient cette devise, c'est en fait, et là c'est hyper propre dans l'application par rapport à la société française, la devise c'est en bas on ne veut plus et en haut on ne peut plus. Les structures politiques sont coincées aujourd'hui. Et tout est à ces croisements des deux crises-là, pour moi. J'ai une autre image là-dessus qui me vient en tête, que j'utilise assez souvent, qui est la lumière des étoiles déjà mortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué là-dessus. Notre société
est partagé entre, je prends souvent cette image, il y a des gens qui sont en train de regarder la lumière d'étoiles déjà mortes, l'étoile est morte, ils la regardent en pensant que finalement ça correspond à une direction qu'il faut encore suivre. Il y a une partie des gens qui ont compris que l'étoile était déjà morte et donc du coup c'est un peu la panique parce qu'il n'y a pas non plus de nouvelle direction, il n'y a pas de nouveau consensus, il n'y a pas de consentement sur ce qu'on a envie de faire. Et donc finalement ça donne un peu cette situation d'entre-deux qui est désagréable en réalité. Parce qu'il y a une forme de dérive, tu as utilisé le terme dérive écologique, mais je trouve qu'à l'échelle de nos sociétés, on le ressent beaucoup aussi, le fait de dire finalement on est sur un bateau qui est en train de dériver, et autant quand on sait qu'on est en train de se cracher, bon ça va, on sait, on peut se préparer au choc, mais quand on est vraiment juste en train de dériver, en fait ça crée énormément d'angoisse. La question c'est finalement... est-ce que, à travers un peu ce sujet d'une société qui est un peu à la dérive parce que il y a plus de consentement, est-ce que tout le monde est exposé à ça ? Est-ce qu'il y a une discussion sur ceux qui ne peuvent plus et ceux qui ne veulent plus ? Comment toi tu vois les choses autour de ce rapport de force qui est en train de se créer à l'échelle de notre société sur on a besoin de bouger ou pas, on a besoin de continuer comme avant ou pas ? Comment tu le vois ? C'est une très bonne métaphore, l'étoile morte. Je pense qu'il y a quelque chose... Il y a un problème de compréhension entre ce que c'est une dérive et ce que c'est une crise. On représente toutes les crises qu'on a aujourd'hui comme des excès de fièvre. C'est-à-dire, grosso modo, il faut plus bouger, ça a passé. Donc ça, c'est le Covid, on s'enferme tous chez nous. Ou bien, on peut avoir la version, il faut des médicaments donc pour se soigner. Et donc ça, c'est les relances économiques, qui est un peu à la papa, à l'ancienne. Et la troisième élément, c'est grosso modo, il faut un remède de cheval. C'est l'austérité budgétaire si tu prends sur les sujets comme ça. Or, c'est une erreur de penser parce qu'effectivement, tout ce qu'on a dimensionné dans nos sociétés, c'était en fait, donc sur des infrastructures, les modèles sociaux, sur des conditions écologiques passées, qui ne reviendront jamais. Lorsque tu as fait un bâtiment, tu l'as fait pour qu'il tienne par rapport aux extrêmes climatiques qui se sont produits sur la phase où ça a été dimensionné. Donc, disons que le bâtiment a été construit en 2025. On a pris le pire événement entre 1900 et 2025 et on a dit, le bâtiment va tenir par rapport à ça. Malheureusement, c'est plus le cas parce qu'on a la dérive écologique. Et on a un peu ça aussi sur nos politiques publiques, c'est-à-dire qu'on est en permanence sur la recherche du bien passé qui ne revient plus, on comprend pourquoi. C'est la croissance. Et pourquoi la croissance ne revient plus ? Et que la croissance, du coup, on l'alimente par de la dette, c'est fondamentalement parce qu'on n'a plus d'accès à l'énergie abondante et on a encore moins d'accès à l'énergie abondante parce il y a moins d'énergie, en tout cas d'accès à l'énergie possible, et puis on a un monde qui géopolitiquement est en train de se crisper, qui est en train de se restructurer autour de blocs, et on a une forme de mondialisation qui est en train de se contracter et de se rétracter. Et donc, qui prend ça en premier lieu ? C'est les gens qui devaient déjà gérer la pénurie à la base. Le système économique qu'on connaît aujourd'hui, c'est un système économique qui marche sur la pénurie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu crées de la pénurie, tu crées de la rareté. Quand tu as de la rareté, tu peux augmenter les prix et donc tu peux avoir en particulier une gestion qui permet plus de croissance, plus de profit pour un certain nombre d'entreprises privées. Aujourd'hui, en fait, puisqu'on est sur cette énergie qui ne revient, cette croissance qui ne revient plus, et donc cette surconsommation énergétique qu'on n'arrive plus à avoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va slasher en particulier, on va faire des politiques austéritaires. Et ces politiques austéritaires, elles empêchent la transformation de l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, on s'interdit d'investir dans les chantiers de la transition ou dans les chantiers de l'adaptation au changement climatique. Donc l'atténuation du changement climatique, c'est grosso modo, on réduit les émissions de gaz à effet de serre, ça va avec les réductions d'impact. Et l'adaptation, c'est en fait, on essaye de se préparer, de faire des grands chantiers qui permettent d'anticiper, de limiter les dommages demain des conséquences du dépassement des frontières planétaires et du changement climatique. Par exemple, on désimperméabilise nos villes parce que nos villes, c'est des radiateurs qui chauffent en été et c'est des surfaces qui n'absorbent pas l'eau en particulier, deux des conséquences du changement climatique. On regarde par exemple comment notre agriculture, on pourrait la transformer pour intégrer la contrainte de sécheresse des sols et de diminution des débits de nos cours d'eau. Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est que puisque on est en crise permanente, à chaque fois, on est sur le remède de cheval, l'austérité, et à chaque fois, du coup, il y a une catastrophe. Cette catastrophe, on est obligé d'y répondre, donc on met plein d'argent public et on subventionne le secteur privé pour réparer. Du coup, après, on a mis trop d'argent et donc on fait l'austérité et on a la prochaine crise. Et du coup, on n'est jamais dans l'anticipation. On est toujours dans la réaction par rapport à la baffe qu'on vient prendre.
d'accord ? Mais à aucun moment on a essayé de désamorcer ces baffes qu'on va prendre. Et donc, dans cette société, en fait, on laisse faire beaucoup de choses, en particulier dans ces conditions économiques. On se retrouve dans des conditions où on n'est plus capable d'anticiper, pas uniquement de la partie de l'État, mais aussi dans les entreprises, aussi dans les collectifs. Et on se retrouve avec une considération, notamment sur les questions écologiques, qui est le seul truc qui nous réempouvoir un peu tout de suite immédiatement, c'est les actions individuelles et c'est le politique, le vote. Et donc tu te retrouves dans un rapport infantilisant à toutes ces questions-là. C'est-à-dire que tu te dis, la transition écologique, tu vas la faire, c'est l'écologie du 2 tonnes, quoi. Donc chacun va réduire son empreinte carbone. Et donc le grand travail qu'il y a à faire pour les pouvoirs publics, c'est de former et de bien expliquer. Alors que ça, c'est une pensée qui est complètement idéaliste et utopiste. La vérité, c'est que c'est des rapports sociaux qui vont créer des rapports de pensée politique et qui vont fondamentalement créer des conditions d'un changement ou pas. Ça va pas se faire par l'explication, parce que les personnes sont plus ou moins réceptives à ton discours, parce qu'elles ne vivent pas dans les mêmes conditions sociales que toi. Si moi je suis dans une classe sociale un peu entre les deux, mais grosso modo, tu vas parler à des gens de quartier populaire, moi je les connais très bien, des questions écologiques, sans leur aborder aucun autre thème à côté, ça va pas marcher, ça marchera pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils ont d'autres problèmes dans la vie. Ils n'arrivent pas, moi j'ai plein de potes, je fais du foot, j'ai plein de potes qui n'arrivent pas à finir le mois pour aller très vite. Non, bien sûr, sur la question de l'exemplarité dans l'achat, évidemment que de toute façon quand un euro est un euro, c'est ça ce qui existe. Avant d'aller sur ce terrain-là, moi il y a juste j'ai noté ça, tu l'as dit, je trouve que c'est intéressant ce côté, en fait on parle de crise un peu tout le temps. Et en fait, la crise et la dérive. Ce que je trouve intéressant, c'est ce couple-là. C'est que finalement, j'ai l'impression qu'il y a un espèce d'incompris quand on parle de crise écologique. Finalement, on la date comme si c'était une fièvre. Et on essaye d'y répondre avec les outils du monde d'avant. Alors qu'en fait, c'est pas une fièvre. C'est devenu un état permanent dans lequel il va falloir adapter nos outils de politique publique, nos modèles d'entreprise. Et comment tu vois la tension finalement entre les deux sur ce côté d'un point de vue sémantique, on passe notre temps à parler de crise, on parle de réponse à la crise, il y a une forme de surenchère en fait, verbale qui s'opère, et le fait que on refuse de remettre en cause les outils qu'on utilise pour traiter nos sujets. Je trouve que c'est un peu étrange, ça, pour moi c'est un fait de société que j'arrive pas à expliquer. J'aimerais bien avoir ton regard là-dessus. J'ai une métaphore, je sais pas ce qu'elle vaut, mais pour moi c'est un peu la notion entre la dérive écologique et les crises qui se succèdent et qu'on connaît, c'est un peu une personne qui aurait le VIH si tu veux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, organiquement, il y a un problème et en fait chaque crise est démultipliée par le facteur générateur qu'est la dérive écologique. D'accord. La dérive écologique, moi je la comprends comme la perte d'un climat stable, 1, 2, difficulté d'accéder à des ressources, et 3, fin de l'énergie abondante. Tout ça, c'est ce qui a été la matrice qui a permis d'ériger nos sociétés dans le modèle actuel du capitalisme, c'est-à-dire avec avec d'échanges, un libre-échange maximisé, avec en partie, plutôt dans les pays occidentaux, un espèce d'état social, un welfare state, qui est là pour corriger les inégalités que crée le système, et du coup, un état qui aurait la puissance de répondre en fait à chaque crise qui arrive. Sauf que vu en fait qu'on a cette maladie qu'on n'arrive pas à traiter parce qu'on la diagnostique déjà pas bien, on se retrouve dans une situation où on répond à chaque crise avec les réponses du passé, et on se retrouve du coup entre chaque crise de se dire là on a trop investi, donc austérité, donc tac, on se calfeutre entre les crises pour pas reprendre la maladie. Et du coup cette notion de dérive elle est hyper importante, parce que si on considère tout comme des crises, on n'est pas capable en fait d'avoir les yeux en face des trous quand on fait de la prospective, et quand on se dit mais en fait pour répondre à cette forme, c'est un peu la tension que t'as, moi j'aime pas trop le mot dette écologique, mais entre dette écologique et dette financière. Et tu as cette incompréhension qu'on a, et on priorise toujours l'immédiat au moyen et au long terme. Il y a un exemple là-dessus, moi je trouve que le Covid a été ultra révélateur finalement de cet mécanisme de pensée, c'est que on ferme tout d'un coup et on est là, il n'y a plus de masques, il faut des masques.
on achète des masques, on va en Chine se battre pour détourner des avions à coups d'euros en mode pour essayer d'obtenir des masques pour protéger la population. On se dit, c'est quand même dommage parce qu'on avait des usines de masques, on va peut-être en réouvrir. Et quelques années après, tu vois des news en mode genre l'usine de masques est en difficulté, elle arrive pas à fonctionner, on n'est pas capable de sécuriser par exemple le fait de dire on a besoin d'équipements sanitaires pour prévoir ou en tout cas avoir des capacités de réponse à des crises sanitaires. Et en fait, même si sur le moment il va falloir reconstruire les chaînes d'approvisionnement, il va falloir rebâtir une forme de résilience locale et compagnie, en fait très rapidement le retour au rythme normal réapparaît et on retrouve les outils du monde d'avant qui ont jamais perdu la préférence aujourd'hui des décideurs et donc ça je trouve que c'est un vrai pour moi cette dimension-là est assez révélatrice en fait du monde dans lequel on évolue. Ouais, je suis d'accord avec toi et en particulier, en fait, ce système économique-là, c'est une bicyclette. C'est-à-dire que tu es toujours obligé de pédaler pour, pour qu'il continue à avancer. Or, quand tu as une maladie aussi grave que le VIH, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des performances sportives bonnes, en particulier si on file la métaphore. Et tout marche sur la question de l'efficacité. Parce que si tu as deux entreprises, vu que tu es dans une jungle, en particulier, la jungle, elle a en permanence été étendue. Avant, on avait des concurrences entre que des entreprises françaises, européennes. Maintenant, tu es en concurrence avec des entreprises chinoises, avec des entreprises, bref, avec le monde entier. Ça, c'est la mondialisation. À quoi ça permettait ça ? C'est que chacun allait être plus efficace. Okay ? En fait, le problème, c'est que dès que tu fais de l'efficacité, dès que tu fais de la performance, tu crées des fragilités. Et ces fragilités ou des vulnérabilités, on s'en fout quand on est dans un climat stable, et donc on peut maîtriser les conséquences des variations écologiques, quoi, si tu veux, des variations climatiques, des extrêmes, et la question de l'abondance énergétique. Quand on a les deux, toutes ces vulnérabilités, on s'en fiche, en réalité. Sauf que dès que tu quittes cette fameuse zone du climat stable et de l'abondance énergétique, toutes les vulnérabilités, ça devient des fractures, des ruptures d'ordre. Et à chaque fois, du coup, en fait, ce culte de la performance, en plus d'être en fait une fuite en avant de la croissance, etc., il crée des fragilités partout. Et on est dans une période, pour moi, on est juste en train de voir une petite partie des fragilités qu'on a construites. Le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est effectivement la désindustrialisation qu'on a eue en France, mais dans énormément de pays occidentaux, en particulier européens. Les États-Unis ont eu ça, le Royaume-Uni ont eu ça. Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire plus de performance et donc c'était beaucoup plus performant, moins cher à produire, plus rapide à transporter que d'aller faire une partie de production en Chine, et puis ça rapportait plus d'argent, on faisait plus de profit. Et quand tu es une entreprise individuelle qui fait plus de profit, grosso modo ça te permet d'aller acheter le concurrent ou d'investir dans une autre sphère économique, etc. Donc il y a eu une phase pour moi où la performance permettait de faire un peu de robustesse. C'est-à-dire, fondamentalement, en gagnant un peu plus d'argent, tu pouvais investir, diversifier, etc. Sauf qu'en fait, on est vraiment dans une systémique qui fait que si toi, tu fais moins de performance que les autres, tu vas disparaître, tu vas être bouffé parce que tu seras moins compétitif ou tu vas être racheté par un autre concurrent là-dessus. C'est l'inversion, c'est que la performance avant, c'était un levier de développement. Exactement. Aujourd'hui, c'est une condition de survie. C'est un culte. Et une condition de survie au sens, on joue ce jeu-là pas parce que forcément les gens ont envie de le faire, mais parce que de toute façon, si tu le fais pas, en fait, dans ce système-là, tu disparais parce que la compétition est très très forte. Et investir, donc on en parlera sur les questions de robustesse, c'est toujours faire un pari de dire, il va falloir que je développe un autre pilier pour essayer de sortir d'une partie de cette rat race en fait, qui est en train de se dérouler. Mais c'est pas si simple. On va en parler. Juste, du coup, un peu en conclusion de tout ce qu'on s'est raconté là, c'est quoi les enjeux de transformation de l'économie française du coup, à partir de ce que tu viens de décrire? Comment toi tu les mettrais en lumière? Moi, j'appelle ça une mise en sécurité sociale des besoins et des communs. Je vais repartir sur les deux conséquences principales de la dérive écologique, plutôt sur un aspect changement climatique. Le changement climatique qui va créer ce qu'on appelle des rhinocéros gris. Les rhinocéros gris, c'est quoi ? C'est en fait les rhinocéros, tu t'imagines dans Kirikou si tu veux, ou dans n'importe quel film formidable qu'on a eu là, ou plutôt sur les paysages africains, et t'as les grands rhinocéros qui t'arrivent dessus, mais ils sont loin, et tu sais que ça va être compliqué. Dans le Roi Lion, t'as ça, et c'est plutôt avec les hyènes ou les zèbres, je sais plus. Les gnous. C'est des gnous. Ah ouais, c'est des gnous, voilà, exactement. Donc ils arrivent loin, et t'as les personnages qui se disent « Oh putain, ça va être la merde ».
Mais ils attendent, ils parlent. Tu vois, c'est comme dans Dragon Ball Z, ça met 8 heures, c'est l'épisode suivant qu'on gérera les gnous qui vont arriver dessus. Les rhinocéros gris, c'est ça. C'est ce qu'on a dans les modèles climatiques. C'est ce qui montre, en fait, c'est les 3 conséquences qu'on va avoir sur la France. C'est la France du trop chaud, la France du trop d'eau et la France du trop sec. Trop chaud, tout le monde comprend. Le changement climatique, il augmente la température. La France, c'est une grande salle de bain cassée, si tu veux. L'augmentation de température, elle est maximale en France métropolitaine autour des Alpes. Plus 4 degrés en France à la fin du siècle, c'est plus 7 degrés dans les Alpes et sur la partie sud-est du pays. Et ensuite, vu qu'il fait plus chaud, tu as ce qu'on appelle une accélération du cycle de l'eau, c'est-à-dire que l'évaporation, elle augmente. 1 degré de plus, c'est 7% d'évaporation, de potentiel d'évaporation en plus, et puis tu as plus d'évapotranspiration, puisqu'en fait, c'est 2/3 les végétaux qui créent les précipitations. L'évapotranspiration, c'est donc la transpiration des plantes. C'est l'eau verte. Cet excès d'eau qu'on va sortir, il va retomber d'un coup. Dans notre salle de bain France, du coup, le robinet cassé, il est plutôt sur la partie nord-nord-est. Les Hauts-de-France qui ont connu beaucoup de phénomènes ces dernières années. La Belgique aussi, tout ce qui est Allemagne, Europe centrale. En fait, pour aller très vite sur la métaphore de l'Europe, tout le sud s'assèche, tout le pourtour méditerranéen s'assèche, et tous les excès d'eau qu'on a retrouvés du pourtour méditerranéen, ça va s'abattre sur le nord de l'Europe. En particulier. Et la France, c'est un pays génial parce qu'il est vraiment au milieu des 2 emmerdements, quoi. Ouais, le trop sec, effectivement, tu l'as plutôt sur la partie, donc ça c'est le sèche-cheveux de la salle de bain qui est cassé, tu l'as plutôt sur la partie sud-ouest et tout ce qui est connecté à l'Espagne et en Bretagne. En Bretagne, il pleut plusieurs fois par jour. En été, il va plus pleuvoir 2 fois par jour et c'est un énorme problème pour la Bretagne parce que c'est l'une des seules zones de France métropolitaine qui n'a pas de nappe phréatique, donc qui n'a pas de stockage d'eau. Donc la ressource en eau va s'amenuiser très 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 vite en Bretagne, plus vite qu'ailleurs. Et donc en fait, on a ces 3 trucs-là. Et donc pour essayer de prendre en compte ces rhinocéros gris, il y a 2 choses à faire, c'est pousser pour une forme de diplomatie climatique, c'est-à-dire essayer de réduire les émissions mondiales, avoir un rapport enfin un peu intelligent au carbone, c'est-à-dire penser que plus on est carboné quand on a une activité comme on a un pays, plus on est dépendant des fluctuations des prix des énergies fossiles et de notre approvisionnement. Et donc, moins on a d'énergie abondante, plus on va avoir des prix exactement comme au moment de l'invasion russe en Ukraine qui vont faire n'importe quoi. Parce que ça, on peut l'expliquer en une seconde. Lorsque le prix du pétrole augmente, on va détruire de l'activité économique. Si on a moins de pétrole au début, moins de pétrole dans l'économie, genre les chocs pétroliers, le prix du pétrole commence à augmenter. À un moment, il va être tellement haut qu'il va détruire des activités économiques. Tu vas plus au travail avec ta voiture, les industries s'arrêtent, etc. Donc la demande du pétrole se casse la gueule. Donc, ce qui se passe, le prix du pétrole, il va diminuer un petit peu. Ce qui va relancer l'activité. Augmentation du prix du pétrole, etc. Et donc, en fait, tu n'as pas d'élasticité entre la quantité de pétrole dans l'économie et son prix. Tu as une augmentation de la volatilité, par contre. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu es carboné, plus tu vas pas avoir une augmentation progressive du prix de ton pétrole que tu vas pouvoir anticiper. C'est encore pire. Tu vas avoir du yo-yo qui fait n'importe quoi. Et ça, tu peux le voir, par exemple, avec l'état de notre balance commerciale en France. Le principal chose qui troue notre balance commerciale, c'est l'importation d'énergie, l'importation d'énergie fossile, et puis ça nous met dans des dépendances géopolitiques pas possibles. Hein. Donc on a eu, par exemple, là, cette photo incroyable avec Van der Leyen qui serre la main de Trump, où on a décidé qu'on allait acheter 750 milliards de pétrole de schiste, et à côté, t'as Van der Leyen qui te fait le Green Deal et qui, en fait, te fait les deux en même temps. Il y a vraiment un en même temps en se disant, on peut continuer le culte de la performance et en tant que société, et à la marge, on va faire des investissements pour que cette performance, elle soit la plus verte possible. C'est exactement, il y a encore plein d'entreprises qui ont un département de performance environnementale. C'est exactement ça, et c'est typique d'une incompréhension profonde. Donc, je trouve que la sémantique, c'est toujours important. Parce que les mots qu'on utilise définissent très profondément ce qu'on est en train de faire. Et tu parles de Van der Leyen, et je pense que la politique économique européenne, de ce point de vue-là, est typiquement du « en même temps ». C'est schizophrène. Oui, mais c'est la lumière des étoiles déjà mortes. C'est-à-dire qu'en fait, le logiciel, il est intégré. Ils ne peuvent pas faire autre chose que répondre à ça, ils y croient. On le patche un petit peu. Mais en fait, comme les signaux entrants à chaque fois, ils se prennent des claques. Ils sont là, ils font des mises à jour en disant peut-être qu'on peut... Non, les gars, il va falloir tout reprendre de zéro, ça ne marche plus. Et donc ce sujet-là, il est vraiment très profond. Et je pense qu'on revient toujours sur la même chose. Hein. C'est pour ça qu'on a des choix qui sont
qui sont à contre-courant en fait. C'est que effectivement on va acheter du pétrole de schiste tout en parlant du Green Deal. Il n'y a pas de cohérence en fait, il n'y a pas de mise en cohérence qui est faite sur en fait la trajectoire qu'on cherche à atteindre pour de vrai. C'est ça. Et le deuxième chose qu'on a en tant que société, donc là je t'ai fait le truc déjà qui est déjà bien inquiétant, angoissant, c'est ce qu'on peut anticiper. Mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas anticiper. Et c'est bien ça le problème, c'est ce qu'on appelle les signes noirs. Alors, pour expliquer ce que c'est que les signes noirs en une minute, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a plein de phénomènes statistiques dans le monde qui marchent par des gaussiennes. Alors, les gaussiennes, vous voyez ce que c'est la courbe de distribution statistique. Par exemple, si on prend, je sais pas, on va dire n'importe quoi, l'Académie du climat, et que tu prends toutes les tailles des gens qui sont à l'Académie du climat, tu vas avoir une espèce de courbe centrée sur, je sais pas, la taille moyenne ou médiane, doit être entre 1m60, 1m70, 1m75, quelque chose comme ça. Et disons qu'on a Victor Wembanyama, qui vient à l'Académie du climat. Victor Wembanyama, il fait 2m20. Bah, ça va être quoi la nouvelle tête de la gaussienne ? Exactement la même. Tu auras juste eu une aberration statistique qui est Victor Wembanyama. Mais ton aberration statistique, c'est 50 cm de plus que la taille moyenne. Donc ça, c'est des phénomènes, la distribution des tailles qui marche sur ce qu'on appelle le médiocristan, c'est-à-dire le monde des gaussiennes. On raisonne dans l'économie que sur ça. Que sur le médiocristan, sur les moyennes. Même quand je te présente les cartes climatiques, je te présente la moyenne d'aujourd'hui versus la moyenne de 2050. Le plus 4 degrés, c'est la moyenne. Sauf qu'en fait, en général, c'est pas les moyennes qui posent problème, même si on va dans un décalage tellement énorme que même la différence de moyenne pose souci. Et en fait, le problème, c'est que on a du coup des extrêmes qui sont jamais vus. En gros, pour reprendre la question du climat, les extrêmes d'hier, genre la canicule de 2003, ça devient la normale. Donc on a dimensionné un peu nos trucs sur le pire du pire, c'est 2003. Bon, ça devient à peu près la moyenne sur la deuxième partie du siècle en France, la canicule de 2003. Et ce que t'as, du coup, c'est des nouveaux extrêmes qui viennent. Et ces nouveaux extrêmes, bah fondamentalement, on les a jamais vus. Et donc on n'a rien qui est dimensionné pour y faire face. Et on peut pas forcément les anticiper. Et du coup, c'est quoi un signe noir ? Un signe noir, c'est un phénomène statistique qui opère sur un espace statistique qui est pas la gaussienne, qui est pas le médiocristan, qui est ce qu'on appelle l'extrémistan. Si je reprends mon Académie du climat et que je prends tous les salaires ou les revenus des gens qui sont à mon Académie du climat, et si jamais, ça pourrait peut-être marcher avec Wembanyama, mais on va faire encore pire, il y a Bernard Arnault ou Elon Musk qui viennent à l'Académie du climat. Bah ta gaussienne, ça va plus devenir une gaussienne parce que lui, il a une fortune, on va dire c'est de l'ordre de la centaine de milliards d'euros, alors que le revenu peut-être max qu'on va avoir chez nos amis de l'Académie du climat, je sais pas, 8 000 balles, 10 000 balles par mois, si vraiment on a quelque chose comme ça. 120 000 annuels. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc en fait, t'as un truc où t'as un extrême qui n'est pas borné. Wembanyama, il fait pas 15 mètres, tu vois ce que je veux dire ? Alors que Bernard Arnault, il fait du x10, x100, x1000. Et donc dans ce cadre-là, Bernard Arnault, il est un signe noir. C'est une aberration statistique, d'accord ? Qu'on peut même pas se représenter. Et c'est une bascule complète, parce que les statistiques changent complètement. La moyenne de tous les gens de l'Académie du climat du revenu, elle va être augmentée très fortement parce qu'on a cet événement de signe noir. Et ces événements statistiques, en fait, qui marchent dans cette logique d'extrémistan, c'est ce qu'on appelle les courbes de Cross de Hanke, qu'on revoit, c'est les courbes que vous voyez en permanence sur le dépassement des frontières planétaires. C'est un truc qui fait ça. D'accord ? Et ben c'est la même chose sur les aberrations statistiques qu'on voit. Or, dans nos sociétés aujourd'hui, on ne prend en compte, même quand on fait un peu de prospective bien, que les changements de gaussienne. Et on n'arrive pas à se dire, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un événement imprédictible qui se passe ? Les signes noirs, tu en as de plusieurs types. Tu en as des signes noirs assez simples que vous connaissez toutes et tous, je pense, ou en tout cas qui sont plus connus. C'est ce qu'on appelle les points de bascule climatique. C'est genre, par exemple, si on a le permafrost qui commence à fondre. Le permafrost, c'est un sol gelé que tu as en Russie et au Canada sur les plus grandes surfaces et un peu effectivement dans toute la cryosphère. C'est un sol qui va contenir des bactéries qui, si elles se retrouvent à l'air libre, vont commencer à avoir une activité biologique un peu intense, elles vont faire du footing, et leur transpiration, c'est du méthane. Or, le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui va réchauffer plus le permafrost, et donc, en fait, les scientifiques du climat nous disent qu'il y a des seuils de déclenchement de ces points de bascule, et malheureusement, et c'est pour ça que c'est des signes noirs, si ça se déclenche, tu as un emballement, donc là, la bascule socio-écologique, et on ne sait pas encore bien positionner ces points de bascule. On ne sait pas même le niveau de réchauffement auquel ça se déclenche. C'est-à-dire qu'on a différents laboratoires. Tu as des laboratoires qui te disent le permafrost, il commence à s'emballer à 2 degrés, 2,3, 3,
croît, etc. On avait fait le 2 degrés. C'était un principe de précaution, même si c'est le 1,5 à la base, mais le 2 degrés, c'était le principe de précaution parce qu'on se disait, bon, malgré les dissensions scientifiques, avec tant de pourcentage, si on reste sous les 2 degrés, a priori, il n'y a pas de dynamique d'emballement qui se déclenche. On fait du damage control, c'est-à-dire qu'a priori, il n'y a pas l'emballement, il n'y a pas la bascule, et donc on est à peu près en zone safe, en se dire, on va être dans un environnement plutôt dégradé, mais il n'y a pas d'emballement. C'est ça. Et on ne prend pas le risque, effectivement, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter, en fait. On peut s'adapter, ouais. Dans ce truc. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, quand tu vois le ministère de l'écologie, où il y a, et même Météo France maintenant, où il y a marqué partout vivre à plus 4 degrés sans point d'interrogation, bah, c'est un énorme problème. Parce que plus 4 degrés en France, c'est plus 4 degrés en France, oui, c'est plus 3 degrés dans le monde, et ça veut dire qu'on a forcément des déclenchements de points de bascule, a priori, ou bien on a vraiment beaucoup de chance. Et l'énorme problème aussi avec ces déclenchements des points de bascule climatiques, c'est qu'on ne saura pas qu'ils sont déclenchés tout de suite. Parce qu'en gros, il va falloir, par exemple pour la circulation thermohaline, pour savoir si tu as un début de ralentissement, etc., il faut que tu arrives à comparer des séries statistiques de 60 ans avec des séries statistiques du futur de X temps pour être vraiment sûr qu'on n'est pas dans une variabilité naturelle, mais qu'on est vraiment dans le déclenchement d'un phénomène irréversible. Donc ça, c'est les signes noirs, on va dire vraiment climatiques, écologiques. Mais t'en as d'autres qui sont simplement liés à la complexité de nos sociétés. Donc vu qu'on a fait de l'efficacité partout, on a fait de la complexité partout, on a fait du flux tendu partout. Or, ça crée ce qu'on appelle des effets dominos. Et les effets dominos, ils sont pas anticipés. Quand tu vois des courbes de dommages, notamment du changement climatique, t'as tout le temps des trucs genre 2050, et tu as une augmentation linéaire du coût. Oui. Ça n'existe pas. Est-ce que tu peux le constater ? Ce que tu as aujourd'hui, c'est un été, ok, où il fait pas trop chaud, et puis d'un coup, énorme perte, parce que tu as eu à la fois le trop chaud qui a réduit, qui a empêché de travailler dans les champs, par exemple, plus le trop sec qui a généré en fait des pertes de rendement extraordinaires. Et donc en fait, tu as des seuils de dépassement qui font qu'on a des pertes d'un coup. C'est ce qu'on appelle vraiment du coup les effets dominos. Les effets dominos aussi, ils parlent aux autres dépassements des frontières planétaires, du style une augmentation des pollutions de façon très importante. Et un moment, en fait, une année, on va avoir des débits du cours d'eau très 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 bas. Or, du coup, les polluants, malheureusement, qui sont dans le cours d'eau, eux, ils s'évaporent pas. Donc, ils deviennent impropres à une forme de consommation sur le petit cycle de l'eau. Et en plus, du coup, ça va être ça va empêcher des formes d'irrigation d'un certain nombre de productions agricoles. Et donc, en fait, ces effets dominos, c'est ça qui provoque, en fait, des spikes, des coûts énormes d'un coup. Mais ça, c'est intéressant quand tu regardes le coût des aléas climatiques. Ouais. Quand tu regardes le rétroviseur, tu vois que c'est pas linéaire. Voilà. Mais quand tu le projettes, c'est toujours linéaire parce que de toute façon, on est une société de la moyenne. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est toujours assez drôle d'avoir les débats. Hein. On parle toujours de moyenne, assez peu de médiane. Alors je trouve que la médiane est souvent beaucoup plus intéressante pour faire parler les chiffres. Et effectivement, on regarde pas les extrêmes parce que de toute façon, ça fait pas partie du sujet. Mais typiquement sur les aléas climatiques, le coût des aléas climatiques, tout est pensé en moyenne en disant on va avoir une progression de ces coûts-là. Mais personne ne se pose la question de se dire, effectivement, peut-être que dans cette série-là, il y a un moment, il y a une occurrence qui va tomber et qui va mettre tout le monde à plat parce que ça va être trop fort, trop vite, trop rapide d'un coup pour tout le monde et qu'on va pas s'en remettre. C'est compliqué. On sent que notre système a du mal à faire rentrer ça dans les paramètres pour que ça devienne un outil de pilotage finalement aussi, de vers où on va. On va pas dans un monde dirigé par la moyenne, plutôt dirigé par les extrêmes. Exactement. Parce que ça vient réduire le champ des possibles. Exactement. Et t'as ce truc-là, et en plus, en vrai, on n'a que des signes noirs, il y en a pas mal qu'on a eu là récemment, en 2008, les subprimes, c'est exactement un signe noir. 2020, le Covid-19, c'est exactement un signe noir. Et Trump qui décide qu'il va foutre des droits de douane à tout le monde, etc., c'est aussi un signe noir. Tu vois, c'est des manifestations de ces ruptures. C'est des manifestations du croisement entre dérives écologiques. Tu pourrais expliquer, Jean Covici le fait bien, les contractions sur l'approvisionnement pétrolier qui génèrent une partie de la crise de 2008. Sur le Covid, c'est évident, on a en fait tellement homogénéisé le vivant, on l'a tellement mis à notre botte, il y a des statistiques incroyables sur la biomasse
juste des vrais animaux, et la biomasse qui sert à servir l'humain, les poulets, les vaches, etc. Et ces chiffres-là sont effrayants. C'est effrayant. Quand tu regardes ça, tu regardes l'humain, après, t'es là genre, ouf. C'est vraiment, ça fait peur, quoi. Il y a même un point, on pourrait dire, il y a des anthropologues qui se posent la question de comment on pourrait caractériser anthropologiquement le passage de l'humanité ou de notre génération. Et il y en a un, il s'est dit, il y a juste à regarder les autres poulets que tu retrouves dans le sol. Parce qu'en fait, on a tout transformé la biomasse. Je l'avais vu, ça. C'est incroyable, en ça. poulet, les poulets, les déchets nucléaires. Et dans des millénaires, on a plus de probabilité de tomber sur des os de poulets que sur des os d'humains, quoi. Et donc, du coup, si on devait trouver des vestiges, ce serait une société de poulets qui aurait érigé la société thermo-industrielle. C'est Chicken Run et ils ont gagné, quoi. Catastrophe. Et donc ce truc-là, on est sur des échelles qui sont absolument sidérantes. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que le Covid, vu qu'on a tout uniformisé pour en fait faire le plus de poulet possible, bouffer le plus de viande possible, en fait, t'as des clones génétiques dans tous les sens. Et dès que t'as un virus un peu sympa, c'est la fête chez lui, quoi. Il va s'étendre partout. D'autant plus qu'on a mis de l'uniformisation et on a mis de la rapidité surtout avec les déplacements en avion, etc. Et donc voilà, exactement la manifestation typique de ce que fait la performance, c'est-à-dire elle optimise et les fragilités dont on pouvait se foutre quand on est dans un environnement stable et à énergie abondante, mais dès qu'on a un environnement pas stable, on a le Covid qui passe dessus, et donc toutes les fragilités dont on se foutait, ça devient des fractures et des ruptures. Et ça, c'est hyper intéressant à penser, et c'est pour ça que moi, la métaphore que j'ai, aujourd'hui, on raisonne beaucoup par les moyennes, et on n'arrive pas à anticiper ces signes noirs, parce qu'on peut pas les anticiper. C'est que c'est des choses qui sont imprédictibles. D'accord ? On peut imaginer ce que ça fait, on peut faire des scénarios de rupture, on peut se préparer à ces scénarios de rupture, mais on peut pas savoir que le Covid, ça va être en 2020 et pas en 2019. Ce que j'aime bien sur cette idée, moi, c'est de dire de toute façon, la personne qui te décrit le futur à horizon de 3, 4, 5 ans, 10 ans, elle se fout un peu de toi, c'est ça. À ce stade. Mais par contre, l'exercice intellectuel qui est de dire attention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense toute mon organisation et tout mon futur dans la moyenne, ou en tout cas dans une progression de ma moyenne, c'est peut-être pas forcément le truc le plus intelligent. Est-ce que je suis capable d'imaginer des scénarios extrêmes et de regarder là où ça fait mal dans mon orga ? Est-ce qu'il y a des points où finalement je sens que je suis quand même un peu fragile et que j'ai plutôt intérêt à essayer de travailler cette partie-là pour se dire, s'il y a quand même des scénarios un peu compliqués qui se mettent en place, que je peux pas forcément prédire, est-ce que sur les grandes fonctions, ou en tout cas sur les grands systèmes d'une organisation, d'un territoire, d'une institution, est-ce que ça tient encore ? Moi, je raisonne vraiment beaucoup là-dessus, en se dire, mais si on n'est pas capable de décrire le futur, parce qu'encore une fois, personne n'est Madame Irma, c'est pas si simple de faire ça. Par contre, on sait que il y a des fondamentaux dans n'importe quel système, un système économique, un système social. Il y a des sujets sur lesquels on a besoin d'énergie, on a besoin d'alimentation, on a besoin de pouvoir se déplacer. A priori, on a besoin de pouvoir se loger, de se chauffer. Peut-être de se refroidir, donc comment est-ce que ça se gère, comment ça s'organise, et dans le pire des scénarios, est-ce qu'on est capable du coup quand même d'assurer notre capacité à opérer dans de bonnes conditions à l'échelle de nos vies. Et ça, je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir cette réflexion. Voilà, et c'est pour ça par exemple qu'il y a un truc qui va pas du tout dans la façon de prendre cette question écologique en général dans la société, c'est parce qu'elle ne parle pas des besoins. C'est-à-dire qu'elle fait un espèce de... on va pouvoir faire la transition comme on l'aurait fait dans un monde stable. Par l'offre. C'est-à-dire que grosso modo, les besoins ils vont toujours être assurés par le welfare state, donc par l'état social, etc. Et qu'il n'y a pas de réflexion de mise en sécurité sociale des besoins en plus à avoir. Et ça, c'est exactement encore un raisonnement sur la moyenne, alors que c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, effectivement, ce que ça va faire les signes noirs en premier lieu, c'est que ça va, du coup, empêcher les gens de reproduire leurs conditions matérielles d'existence, juste d'accéder à une bouffe qui n'a pas pris 50-60% d'inflation, encore une fois, de pouvoir avoir accès à de l'eau potable, de pouvoir se déplacer, etc., etc. En fait, ces signes noirs et ces manques d'anticipation, ça va détruire les capacités de vie, et ça détruit déjà les capacités de vie, ça les détruisait déjà dans le sud global, ça détruit aussi maintenant ça dans les pays occidentaux. Et donc, fondamentalement, si on n'a pas une politique écologique qui prend à la fois en compte le fait de revenir, de réencastrer l'économie dans les limites planétaires, tout en mettant en sécurité sociale les besoins en même temps, on va pas y arriver fondamentalement, parce que à chaque fois qu'on va avoir une crise, on va avoir des besoins qui vont ne plus pouvoir être remplis par rapport à ça. C'est pour ça que moi je suis très énervé toujours par rapport à cette écologie parfois qui a un truc très moral, c'est-à-dire il faut réduire pour réduire et parce que c'est bien de réduire. Non, c'est pas suffisant comme réponse. Et malheureusement,
Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à parler d'adaptation dans des sphères un peu plus, on va dire, radicales, c'est-à-dire qui vont à la racine des choses, parce que rien que le fait de parler d'adaptation, c'est vu comme une capitulation. C'est vu comme le fait qu'on a arrêté de parler fondamentalement de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de limiter notre impact. Non, il faut les deux. Il faut mettre en sécurité sociale les communs, c'est-à-dire revenir réencastrer nos économies dans les limites planétaires, ne plus dépasser les 9, ou en tout cas de revenir dans des seuils acceptables. Ça, c'est obligatoire, mais malheureusement, c'est une action qui doit être coordonnée au niveau mondial. C'est un enjeu qui est pas local, en majorité. Et mettre en sécurité sociale les besoins, alors que la mise en sécurité sociale des besoins, c'est un enjeu local. Et le meilleur exemple qu'on a de cette mise en sécurité sociale, c'est de se bâtir sur des déjà là, notamment les déjà là qui représentent la sécurité sociale en France en particulier. Il y a plein de choses à faire par rapport à ces éléments-là. C'est l'économiste Kate Raworth qui a cette expression que j'aime beaucoup, qui est cette idée de plafond écologique et de plancher social. Je trouve que cette image fonctionne super bien parce qu'on comprend en fait le terrain de jeu à l'endroit où on doit agir aujourd'hui et pourquoi c'est important finalement de penser l'économie dans ce prisme-là et de se dire toute notre tension aujourd'hui, c'est de diriger une partie des ressources qui sont disponibles aujourd'hui pour organiser au maximum le fait de pas trop dépasser le plafond, ou en tout cas d'arrêter de dépasser autant le plafond, tout en assurant quand même un maximum de planchers sociaux qui sont importants pour le plus grand nombre. Un petit amendement quand même sur ça, parce que quand on comprend l'économie du donut de Kate Raworth, c'est moi la première fois que je l'ai vu, on m'a dit, en fait il y a deux enjeux, il y a les pays du Nord qui dépassent les frontières planétaires, et du coup l'enjeu des pays du Nord c'est de réduire et de les remettre dans le donut, et les pays du Sud qui ont, en fait, on n'a pas la satisfaction des besoins et qui remontent dans le... Pour moi, c'était les deux en même temps. Oui, il y a les deux en même temps, mais c'est un problème de considérer ça aussi parce que dans les pays du Nord, il n'y a pas une homogénéité. Et les besoins sont... Il y a énormément de gens qui sont aujourd'hui dans les pays du Nord, et en particulier en France, qui commencent à aller sous le plafond des besoins. Par exemple, il y a une statistique mais incroyable, c'est qu'on a, depuis l'inflation alimentaire, un Français sur 5 qui saute un repas. On a de plus en plus d'étudiants qui sont à la banque alimentaire. On a 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. On a presque une personne sur 5 ou une personne sur 4 qui a chaud chez lui l'été et froid chez lui l'hiver. Donc tu vois, les besoins sociaux qui étaient, on va dire, peut-être on le romantise beaucoup, mais après les 30 glorieuses, à peu près assurées quand même dans les grandes puissances mondiales que aujourd'hui. Nous. C'est même plus le cas dans la première puissance mondiale. C'est pour ça que je disais les deux en même temps. C'est que, en fait, je pense que ce soit pour les pays du Nord ou les pays du Sud, aujourd'hui, en fait, c'est l'adfond écologique. Il est déjà, sur certains aspects, éclaté, sans que le plancher social, d'ailleurs, soit forcément assuré. Et on sent bien que c'est une question de modèle, en fait. C'est comment on pense l'économie au service de ce double objectif, et pas l'inverse. Par exemple, tu vois, je suis d'accord, mais il y a un petit souci, par exemple, moi je trouve quand même sur des choses qu'on peut entendre des fois, c'est Jean Covici qui l'a dit, je crois, que même le smicard français a un niveau de vie nabab par rapport au reste du monde. Si tu veux, sur le dépassement des frontières planétaires, oui, un petit peu, mais c'est pas vrai, en fait, en réalité, parce que les coûts sont plus importants et donc il est précarisé lui-même aussi. Regarder juste un salaire, ça n'a aucun sens. Il faut voir à quel point ce salaire, il peut te permettre d'accéder à tes besoins vitaux ou pas. Et or, toutes les crispations sociales, toute cette crise organique au sens gramscien, c'est ça. C'est qu'en fait, les instances de régulation des conflictualités sociales ne fonctionnent plus. On n'arrive plus à fournir en France des salaires qui permettent de vivre décemment. Et ça fait ça révèle les conflictualités qui existaient déjà et qui les exacerbent, ces conflictualités. Et malheureusement, vu que la machine économique, la machine politique, elle est câblée comme la machine économique sur des étoiles qui sont en train de mourir, elle ne peut raisonner que par la répression de ces enjeux-là. Et donc, en fait, par une forme de crispation autoritaire autour de ces signes noirs et autour de des signes noirs du coup de la dérive écologique et de cette crise organique. Donc voilà. J'ai envie de te lancer là-dessus du coup, parce qu'on va très rapidement parler, mais en t'écoutant, t'es pas un grand partisan de la stratégie du colibri, quoi. Ah oui. Alors ça, effectivement, c'est une grande catastrophe, ce truc-là. C'est insupportable. Moi, par exemple, je vais te dire un truc. Moi, je viens de classe populaire plutôt. Donc, je suis un fan de foot, absolument. J'ai fait du foot depuis que j'ai 6 ans. Et donc moi j'étais en banlieue parisienne et j'étais toujours très proche des quartiers populaires parce que je faisais du foot. J'étais pas dedans,
parce que j'étais fils de prof, les deux dans le public. Donc j'étais pas dans des conditions... c'est petite classe moyenne, grosso modo. Mais au fur et à mesure, vu que j'avais le hack de l'école, je me suis retrouvé dans des milieux à faire classe préparatoire et tout. Et classe préparatoire, école centrale, etc. Et en fait, je conscientisais pas ce truc à l'époque, mais je me suis dit, mais putain, mais à chaque fois que je vais en soirée, pourquoi ils ont tous des apparts qui est mieux que moi ? Pourquoi ils ont des plafonds avec des moulures ou des trucs comme ça ? Pourquoi ils sont dans des pavillons à des endroits ? Pourquoi ils sont sur Paris déjà ? C'est bizarre. Et ça, c'était déjà très étonnant. Et puis, je te fais pas le dessin. Moi, je suis franco-marocain. J'étais dans des milieux très très mixtes en banlieue parisienne. Et dès que t'arrives en classe prépa, j'étais le seul arabe et je suis même pas... Moi, je suis entre les deux, tu vois, je suis métisse. Et donc, en fait, bah, tu as une distinction sociale qui se voit et tout, mais je conscientisais pas à ce moment-là. Et donc, moi, ce qui m'avait toujours saoulé, c'est que quand j'allais sur les sujets écologiques, j'avais toujours ce truc en mode, mais en fait, ils sont un peu hors sol, tu vois. Et c'était toujours basé sur, en fait, on fait une fresque de climat et on finit par la fresque du climat en mode, votre empreinte carbone, c'est combien, comment la mesurer et jusqu'où il faut aller. C'est-à-dire que tu avais toujours une vision, en fait, vu que tu es dépossédé du système économique, tu te retrouves dans une situation où ta seule action, c'est l'action que tu peux faire sur toi-même, sur la question de l'individu. Ça va avec autre chose aussi, qui est un truc que j'aime pas du tout, c'est le truc qu'on monte tout le temps, c'est le triangle de l'inaction. Le triangle de l'inaction, c'est quoi ? C'est, tu fais un triangle avec les entreprises, avec l'État et avec les citoyens, et tout le monde se dit je fais rien. C'est-à-dire, en gros, les citoyens disent ah bah moi je fais pas mes actions individuelles dans mon coin parce que l'État fait rien. L'État dit bah je vais pas mettre de normes parce que ça va exploser les entreprises. Et les entreprises disent je vais pas changer parce que mes consommateurs changent pas. Et on te dit mais en fait bah fais des trucs dans ton coin déjà et ça permettra de casser le triangle d'inaction. Ça c'est de l'obscurantisme scientifique et sociologique. Ça marche pas comme ça la société. C'est un joli modèle, c'est rigolo, c'est une belle histoire à raconter. Mais ça marche pas comme ça. Et du coup tout ça, pour moi la matrice, c'est quand même effectivement cette histoire de colibri qui est de la vieille écologie, qui est de penser. Donc c'est quoi l'histoire du colibri ? C'est qu'il y a un incendie dans l'Amazonie. Ok ? Et t'as tous les idéaux qui regardent l'incendie et qui disent ah merde. Tu vois, ils sont pas dans l'incendie déjà, eux ils brûlent pas. Donc on se demande quel type d'animaux peut regarder l'incendie sans en subir les conséquences. Mais bon, passons. Le colibri il arrive et il dit putain mais il y a un incendie. Et donc il arrive et il va prendre une petite goutte d'eau et il va aller essayer de l'éteindre. Et on lui dit mais pourquoi tu fais ça ? Il dit parce que je fais ma part. D'accord ? Et donc tous les animaux se mettent à faire leur part, etc. Et tu connais la fin de l'histoire, tout le monde est mort. Ça a pas marché. Mais chacun a fait sa part, donc c'est ok. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc on est colonisé aujourd'hui mentalement par un peu ce truc-là du petit geste, un peu romanié, hein, qui est en fait, bah, je fais ma part dans la réduction d'empreinte qu'il faut faire. Sauf que quand tu fais ça, déjà, ça enlève tous les antagonismes sociaux qui peuvent exister, ça ne dimensionne pas sur ce qu'il faut atteindre, et ça ne met pas en action collective. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on va sur des éléments liés au climat, à l'écologie, à la sensibilisation, on dit il y a les trois choses. Il y a les deux choses. Il y a les actions individuelles, il y a les actions collectives. Sauf que les actions collectives, on va toujours te dire c'est le vote. Et t'as jamais en mode le milieu, c'est-à-dire faire un collectif pour mettre en sécurité sociale des besoins. Il y a plein de collectifs qui font par exemple des sécurités sociales de l'alimentation. Moi, j'ai des activités qui m'ont redonné beaucoup de sens à des périodes de ma vie où j'étais peut-être très très angoissé par rapport à ces enjeux-là. Et je le faisais déjà avant, c'était de faire des maraudes d'aide aux sans-abri. Tu vois ? Et il n'y a jamais ce genre de solution qui est un peu mise en avant, et c'est toujours cette double dichotomie. Réduisez votre empreinte parce que vous vous sentez très 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 coupable par rapport à votre mode de vie, d'un côté, et de deux, votez bien au moment des élections. Mais c'est tellement infantilisant ce rapport. Tu vois, c'est pas un rapport en mode mais ça m'empouvoir pas, ça. Ouais. L'émancipation, elle peut être que collective. Mais cette tension, elle est je pense qu'elle est... En fait, moi, comment je comprends le triangle de l'inaction ? Beaucoup. Moins sur le fait que je pense que l'individu est capable seul de changer le système, qu'à partir du moment où l'individu conscientise le fait que le fonctionnement du système n'est pas satisfaisant, il se donne la possibilité d'agir collectivement pour faire quelque chose. Et je pense qu'en fait, souvent, le préalable à l'action, c'est quand même de conscientiser qu'il y a un truc qui merde quand même dans les grandes largeurs un peu partout, et le fait de dire, est-ce qu'on est OK ou pas avec ça ?
Et ensuite, qu'est-ce que je suis capable de faire ou non? Et c'est quoi la bonne échelle d'intervention après qui me permet de faire quelque chose? Et ce que je trouve intéressant, c'est que je crois que c'est l'économiste Timothée Parry qui en parlait sur finalement comment les systèmes basculent. Il avait cette idée-là, ce propos de dire que probablement qu'il y a une part de la société de demain dans cette perspective d'une société qui réalise sa transformation écologique qui existe déjà. Et tu parlais des maraudes, du tissu associatif, du bénévolat. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que t'enlèves ça en France, le pays est à feu et à sang. C'est ceux qui gèrent la pénurie. Mais bien sûr. Moi, je pense que le pays tombe instantanément à feu et à sang parce que, du coup, aujourd'hui, le dernier coussin qui fait qu'il y a quand même des gens qui regardent juste la situation et qui disent mais en fait, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Donc il va falloir qu'on fasse des choses collectivement, donc ils s'organisent. Ce que je trouve intéressant, c'est quand même des individus qui ont quand même regardé le sujet en disant bon bah tu l'as dit, hein, c'est pas satisfaisant, donc on va faire quelque chose, on va s'organiser, et même collectivement on se rend compte que c'est toujours pas satisfaisant, donc il faut, c'est l'escalade quoi, tu montes au truc dessus, il va peut-être falloir changer nos institutions, il va peut-être falloir changer la manière dont nos entreprises fonctionnent. Moi c'est un peu comme ça que je le vois en fait, ce truc du triptyque et à l'échelle de l'individu. Moi j'ai pas envie de le déposséder complètement de ce truc là parce que je trouve que c'est un moteur, surtout dans une démocratie, qui est ultra important en fait que finalement les individus conservent... Oui, ça fait un peu de mimétisme. C'est-à-dire, ça permet de construire autour de ta classe sociale, de montrer que c'est possible, et on est des animaux mimétiques, donc on reproduit les comportements des uns des autres. Donc oui, ça a ce rôle-là. En tout cas. Surtout parce que tu l'as dit, comme le système politique et le système économique aujourd'hui est câblé sur un monde qui ne fonctionne pas, ou en tout cas un modèle qui ne fonctionne plus, et du coup, il reste quoi ? En fait, donc je trouve que cette part-là, elle est hyper importante, mais je te rejoins complètement. Par contre, sur le côté, ne pas se bercer d'illusions, c'est que la lucidité individuelle fait dire que non, c'est pas le colibri qui va d'un coup nous aligner avec des objectifs de 1,5 de réchauffement à la fin du siècle. C'est pas comme ça que ça va se passer. Par contre, je trouve que c'est le préalable. Indispensable pour qu'on ait des discussions à tous les étages de notre société finalement pour essayer d'engager un peu cette transformation, puisque force est de constater que aux autres échelles aujourd'hui on n'arrive pas à les gérer. On n'a pas cette discussion, elle est compliquée elle nie les rapports sociaux, elle nie qui est confronté à quoi, elle s'assoit un peu dessus honnêtement, donc du coup il reste l'individu, et je trouve que l'individu de ce point de vue là pour moi il a une importance très très forte, à condition de bien savoir où est-ce que tu mets sa responsabilité et du coup sa capacité de réaliser. Quoi. Ouais, il y a une métaphore qui est bien. Moi je pense qu'en fait ce qu'on a aujourd'hui, on a deux choses. On a le but final, les utopies qu'on veut construire, c'est-à-dire si tu veux la décroissance, si tu veux la société de Kate Raworth, et à côté on a un certain nombre de déjà là qu'on a du mal à lier entre eux, et on n'a pas le chemin entre les deux. Et ce qu'il faut faire c'est le chemin entre les deux. Sauf que on va faire une métaphore avec un jeu vidéo. Dans Zelda, les deux là sur la Switch, tu peux aller au boss final directement, tu peux y aller, mais tu vas te faire massacrer, donc ça n'a aucun intérêt. Et par contre ce que tu peux faire et ce que tu dois faire, c'est aller sur plein d'endroits annexes pour prendre un peu de niveau et pour débloquer et battre des boss intermédiaires. Et pour faire ça, tu dois débloquer, t'as une carte, mais tu sais pas où tu dois aller, tu dois débloquer les tours une à une. Et moi je pense que le chemin c'est ça, c'est que en fait, on est Link, et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse des détours à droite à gauche, des détours par la sociologie, des détours par effectivement les questions environnementales, des détours par le tissu associatif, des détours par rapport à d'autres enjeux, genre les enjeux du racisme, les enjeux de la domination masculine, les enjeux du validisme, etc. Pour en fait trouver les pierres à bâtir pour aller vers l'utopie qu'on va. Et en fait, dès qu'on va où on veut aller. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on va faire ce petit chemin, on va renforcer on va avoir une meilleure épée, on va être un meilleur skid, on va être plus beau aussi en termes de personnages, quoi. Bref. Et en fait, c'est en faisant ces détours, mais ces détours, ils sont longs. Et on peut pas y arriver si on va pas voir justement ces autres secteurs. Or, il y a quelque chose qui est très typique de toute la société française aussi, c'est l'hyperspécialisation. On s'hyperspécialise sur un sujet et l'hyperspécialisation, elle est coûteuse. Et donc, en fait, c'est aller le plus vite possible vers le boss final pour finalement se faire massacrer par le boss final parce qu'on n'a pas le niveau pour faire ça. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est qu'il y ait des gens qui soient, on va dire, écouter ce qu'on appelle
des phares, des éclaireurs, c'est-à-dire des gens qui vont t'illuminer la zone du champ que tu veux organiser et que tu ailles visiter la zone toi-même. Et comme ça, tu vas te renforcer, tu vas faire de la sociologie, etc. Et de fur et à mesure, en fait, tu vas trouver les briques qui te permettent... Tu vas trouver les briques, donc les déjà là, et à force de te confronter à des formes d'altérité, de te conformer à des choses qui sont différentes de toi, de sortir aussi de cette bulle informationnelle avec lesquelles les algorithmes et nos classes sociales s'enferment beaucoup, pour en fait avoir plein de pièces d'un puzzle qui permettent d'aller pièce par pièce vers l'utopie qu'on veut construire. Et du coup, ça devient plus une utopie. Moi, je suis contre les utopies, je supporte pas ce truc-là. Ce qui m'intéresse, c'est matériellement, concrètement, comment on analyse concrètement les conditions concrètes d'aujourd'hui, et du coup, sur quel clivage il faut appuyer, sur quel rapport de force il faut construire pour faire ce chemin-là. Quelle zone on doit visiter en réalité. Tu sais que ça me fait vraiment plaisir que tu utilises la métaphore du jeu, parce que moi, ma conviction, c'est que globalement, tu prends le règne du vivant, tous les mammifères, le meilleur levier d'apprentissage, c'est le jeu. Tous Exactement. Les bébés animaux, pour apprendre ce qu'ils vont devoir faire dans leur vie d'animal adulte, ils jouent. On fait la même chose avec nos enfants. Et en fait, il se passe un truc, on arrête de jouer. Et en fait, je trouve ça dommage parce que sur un sujet où on sait qu'on va devoir faire différemment, le jeu amène finalement cette idée de laisser-erreur aussi, le fait d'expérimenter, le fait de découvrir par soi-même et donc de s'approprier aussi les sujets, de pouvoir connecter avec autrui sur ces questions-là et donc créer un langage commun sur comment on fait les choses, pourquoi, quel est le but, quel est le process, parce que de ce point de vue-là, je pense que l'être humain est un animal ultra intéressant, c'est que collectivement, on met dans une pièce où les gens se mettent à jouer et tout, on crée des process, on crée des manières de faire, on valide des hypothèses, assez naturellement on retombe sur ces sujets-là, et en fait, le fait de le tourner comme un jeu, je pense qu'en fait aussi ça permet de décrisper un peu tout le monde et justement de s'autoriser à aller... aller explorer des trucs, et puis dans les Zelda, il y a des moments tu vas passer ta session, tu vas aller à un endroit, ça servira à rien. Ouais, puis des fois tu perds et puis tu recommences. Puis après, en fait. Ouais. Voilà. Exactement. Et il y a un truc aussi sortir du master plan écologique, parce que moi, tu vois, tu parlais de l'idée. Moi, le master plan écologique me fait peur. La planification. C'est pas la planification en tant que telle. Je comprends le concept, mais tu vois, c'est la vision de la planification qui est, attends, je t'ai pondu un 300 pages, t'as 3000 mesures. T'inquiète, ça va rouler, et tu débarques, il y a des êtres humains partout, et évidemment que ça marche pas, parce que ça ne marche pas comme ça. Et en fait, pour moi, la planification est un outil que tu mets justement à disposition sur ton territoire, quelque part, en disant, voilà, il y a des briques, il y a des leviers, il y a des trucs que tu peux utiliser. Après, les gars, c'est à vous de trouver la bonne recette, tu vois, genre, il faut réussir à activer les trucs pour que ça ressemble à quelque chose à la fin. Si t'arrives et que tu dis, non, il faut juste suivre à la virgule ce qui doit être fait et comment ça doit être fait, je vois pas comment dans un pays comme la France ça fonctionne. Je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de sociétés où ça puisse fonctionner, parce que je ne pense pas que l'humain soit très réceptif à ce genre de message. Non, mais c'est à voir. Effectivement, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et effectivement le plan par le haut, il doit absolument avoir des relais locaux, et et ça doit pas être quelque chose d'horizontal. Il faut se libérer aussi beaucoup du truc très français qu'on a depuis De Gaulle, mais avant, le saver syndrome, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir nous sauver avec le grand plan, là, en organisation. On a ça à chaque élection présidentielle. C'est-à-dire que tu as un système, grosso modo, qui est cassé, et en fait, les gens, ils cherchent... c'est hyper général ce que je vais dire, mais ils vont chercher... pas vraiment la solution au problème concret, ils vont chercher un nouveau récit qui est différent, d'accord, et qui puisse convaincre. Je dis un tout petit mot sur les jeux vidéo quand même. Il y a aussi le truc, par exemple, quand Macron dit après les émeutes, les révoltes urbaines qu'il y a eu après la mort de Naël, il a dit c'était la faute des jeux vidéo. Mais tu vois, il y a tellement tout là-dedans, tu vois, que les questions de la violence, et on m'a saoulé. Moi, je joue beaucoup, j'aime beaucoup jouer. J'avais mes petites consoles et tout, j'avais de la chance j'avais ma Play, quoi. Je jouais à FIFA, je jouais à des trucs, Zelda, machin. Et en gros, on m'avait toujours gonflé en mode ça va t'abrutir. Regarde la version de la génération qu'on a. On a une génération archi débrouillarde sur tout. Alors que la génération d'avant est quand même galère sur plein de problèmes qui sont assez évidents. Je suis d'accord. Faut pas non plus idéaliser le truc, mais mais je pense que le jeu de manière générale, en fait, c'est des adultes qui considèrent que le jeu c'est un truc pour enfants.
Moi, je trouve que ça, Avec les moi, c'est un Pascal super... Pro et Yu-Gi-Oh! Ouais, non, mais c'est un super filtre. Tu regardes les adultes qui aiment pas jouer. Moi, honnêtement, j'ai pas trouvé de filtre plus efficace aujourd'hui pour savoir à quel point je vais pas vraiment m'entendre avec quelqu'un, parce qu'en fait, je trouve que justement la capacité à jouer, c'est finalement une capacité en fait d'abstraction et de capacité à entrer en résonance avec autrui autour de règles qui ont été mises en place, et il se passe plein de trucs à ce moment-là. Et je trouve que c'est vraiment plutôt un super filtre pour trouver des gens qui ont un peu cette appétence pour découvrir, pour tester des choses, pour la dynamique humaine aussi, créer des trucs un peu sympas. Mais ça me fait une super passerelle sur la question finalement des organisations. Parce qu'on a beaucoup parlé de la société, du monde et finalement de ces tendances de fond. Moi, ce qui m'intéresse, donc nous, on travaille beaucoup avec des décideurs, donc des gens qui sont en posture de prendre des décisions. Tu vois, tu as décrit un monde finalement qui devient chaotique, incertain, dans lequel on sait qu'il y a des trends qui nous poussent à travailler certains aspects plutôt que d'autres, à essayer de corriger un peu le tir. Mais toi, comment tu vois les décideurs aujourd'hui? Quand tu regardes aujourd'hui les gens qui sont en posture de décision, je dis les décideurs ou les décideuses en fait, finalement, mais les personnes qui sont en responsabilité de décision aujourd'hui, c'est quoi ton avis un peu sur le sujet? Comment tu les vois? Comment tu les observes? Comment tu les ressens? Je vais te raconter une histoire avant et après on va essayer de rentrer sur cette question-là. Il y a un livre qui est trop bien, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui est le livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Qu'est-ce qu'il explique? C'est qu'aujourd'hui, les tenants du statu quo sont beaucoup servis, et depuis très longtemps, de Darwin pour expliquer qu'en fait, la loi de la jungle, c'était la compétition. C'est-à-dire que fondamentalement, les espèces qui survivaient, c'est parce qu'elles étaient plus compétitives les unes que les autres. C'est un grand battle royal, le monde, et c'est celui qui s'en sort, et c'est Fortnite, quoi, le monde, et puis on est à que les meilleurs de Fortnite et tout, et puis t'as des phases où tu tapes pas dessus, mais c'est exactement ça, quoi. Et ça, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, Darwin, il a fait des observations dans un environnement qui était très très riche, d'accord? Donc c'était les îles Vierges britanniques en particulier. Or, dans un environnement effectivement qui est assez riche, donc qui a une abondance de ressources énergétiques et un climat stable, les comportements qui vont dominer, effectivement dans le vivant en général, c'est des comportements de compétition. Par contre, il y a un scientifique qui s'appelle Kropotkin, qui ensuite a fait de la politique, notamment sur les questions anarchistes, mais à la base c'est un scientifique. Et il a regardé, il est russe, il a regardé les trucs de Darwin et il s'est dit, c'est bizarre, parce que moi quand je vais faire mes observations dans la Sibérie, j'ai l'impression que j'ai plus de comportements d'entraide que de comportements de compétition, les uns avec les autres. Et donc, il a travaillé, et il a mis en œuvre un truc, il a mis en évidence un truc, c'est que dans les environnements pauvres, en pénurie ou en crise, donc soit pauvres structurellement, soit qui se prennent des chocs, suite à des chocs, et ben les groupes ou les êtres vivants qui survivent, c'est ceux qui ont institutionnalisé l'entraide. Un exemple pour bien montrer ça, tu prends 2 arbres. Tes arbres, tu les mets dans un environnement, dans la forêt amazonienne par exemple, dans un environnement assez riche quand même. Tu enlèves un de ces 2 arbres, tu vas voir que le premier arbre qui est resté, il va envahir le canyon du second, ses racines elles vont pousser dans le canyon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils étaient en train de se battre, ces 2-là, pour avoir les ressources. Ouais. D'accord? Et vu qu'il n'y en a plus, il va prendre les ressources que l'autre avait avant. Par contre, tu mets ces 2 arbres, on va dire tu les fous dans le Sahara ou dans un environnement pauvre, tu t'enlèves, et là tu vas voir que les racines de l'arbre qui reste, elles vont se contracter. Pourquoi elles vont se contracter? Elles vont se contracter parce que les 2 arbres, ils coopéraient dans la pénurie. C'est exactement la même chose avec un groupe humain. Un groupe humain, quand il y a une catastrophe ou une crise, si au moment où il y a la catastrophe ou une crise, il a des réflexes de compétition, il va se tribaliser. C'est-à-dire qu'il va prendre une partie de ses ressources pour lui ou pour sa communauté. Et c'est exactement ce que tu avais vu, par exemple, quand tu as trop de réflexes de la compétition, c'est ce qui t'arrive quand tu as des pénuries ou des crises. Le meilleur exemple qu'on a, moi je trouve, un bon exemple, c'est pendant le Covid, des papiers toilettes. Il n'y avait pas de problème avec le PQ, aucun problème, il y avait pour tout le monde, il y avait assez de stock, sauf que tu as eu de la panique sur les réseaux sociaux en mode on n'aura pas de PQ pour tout le monde. Du coup, les mecs, quand ils vont faire la recherche de PQ, au lieu d'en prendre un, ils en prennent 10, et là, il n'y a vraiment plus de PQ. Et tu vois que, en fait, quand tu as les réflexes de la compétition dans ta tête qui sont intériorisés surtout, mais dans les scénarios de pénurie ou de crise, tu fais n'importe quoi.
on peut faire aussi ça de façon un peu moins marrante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut expliquer le fait que les sociétés se crispent autour des questions raciales et des questions identitaires, c'est parce que, en fait, le racisme, c'est une façon de gérer la pénurie de façon inégalitaire. C'est qu'on va trier autour, on va pas changer le système économique, on va trier autour de critères de couleur de peau, de critères de présence sur le territoire, sur des critères raciaux qui sont des critères qui sont issus de la colonisation et qui sont toujours extrêmement présents dans la société française. Et on va trier là-dedans et on va donner accès à sa tribu en priorité. Et ça, c'est les pouvoirs publics qui l'organisent beaucoup, ce truc-là, et notamment toute l'extrême droite qui est à fond sur cette gestion inégalitaire de la pénurie. Moi, je suis persuadé que l'extrême droite, elle n'est pas du tout climato-sceptique, que Trump n'est pas du tout climato-sceptique, que ces gens-là sont juste des gens qui pensent qu'on gérera, qui sont pour beaucoup racistes, mais qui ont un mode de gestion de la pénurie là-dessus. C'est-à-dire qu'on va trier entre les bons et les mauvais. Et ça permet de résoudre la crise, entre guillemets, par une crispation autoritaire. Et il y a une théorie qui s'appelle René Girard, allez voir ça, c'est sur la théorie du bouc émissaire, c'est-à-dire dans la crise organique, tu as une montée des tensions et des violences, d'une volonté en tout cas de tension dans la société, et que depuis la nuit des temps, et c'est ce que René Girard explique, on a pu abaisser le niveau de tension de la société en désignant un bouc émissaire. C'est-à-dire que tu as énormément de frustration accumulée, et si tu arrives à diriger, quand tu es une classe dominante, la domination vers un bouc émissaire ou un groupe de boucs émissaires, il y a vraiment un déchaînement de violence. Et il y a vraiment, pour de vrai, une diminution de la tension dans la société, parce que la violence, elle a été canalisée, non pas vers les tenants de l'ordre dominant, donc non pas vers les gens qui ne veulent pas changer le statut économique, mais vers les personnes qui ont été désignées comme responsables. Catharsis collective, ce besoin En fait, c'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai eu la discussion il n'y a pas longtemps avec un ami sur cette question-là, et je trouve que c'est très profond dans les groupes sociaux, n'importe quelle société humaine, quand ça commence à bloquer, les engrenages commencent à se gripper. En fait, c'est le moment où aussi la question du nous, en fait, est réinterrogée. Exactement. Oui, ça marche pas. Nous, ça marche pas. Alors du coup, pourquoi ça marche pas ? Du coup, il faut un « eux » quelque part pour essayer d'expliquer que ça va pas. Parce que du coup, ça peut être le système, mais en fait, c'est plus facile d'accuser des gens, des humains, que de remettre en cause un système. Ça le personnifie. Et ensuite, on va en plus le nommer à travers des attributs qui sont complètement, on va dire, absurdes. La couleur de peau, le sexe, la religion. On trouvera toujours valide ou pas valide. En fait, de toute façon, je pense que les humains sont quasiment illimités dans leur capacité à trouver après une distinction sociale qui permet de faire le « eux » et le « nous ». Mais ce truc-là est renvoyé immédiatement au fait que le point de départ, c'est un groupe collectif qui n'arrive plus à sécuriser collectivement un certain nombre d'acquis ou de fondements et de besoins. Et je trouve que c'est assez drôle, parce que pour moi, on confond la fièvre et le thermomètre, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les questions identitaires et raciales sont en train de prendre de la place partout. Est-ce que les gens sont racistes ? Moi, ma thèse, c'est que non. C'est pas ça le sujet. C'est que le racisme se nourrit de ça beaucoup. En tout cas, des tentations raciales se nourrissent de ça. Par contre, c'est ce que tu disais depuis tout à l'heure, c'est que la question des besoins fondamentaux, ça fait un moment dans nos sociétés, il y a une dérive quand même, et qu'il y a de plus en plus de gens qui sortent de la sécurité sur ces questions-là. Précarisation, je crois qu'on parle du sentiment de précarisation aussi, en se disant... il y en a qui sont sentiment sortis. De déclassement, c'est-à-dire tu vas te faire rattraper par ceux qui sont en bas de toi. Je suis le prochain sur la route, donc ce qui peut exactement. être très anxiogène. Et en fait, moi, ce que je trouve absolument hallucinant, c'est le fait de dire, ça, à l'échelle du pays, ça fait 30 ans quand même, qu'on voit quand même que cette mécanique, elle est en place. Et bon, tu vois, je veux dire, on préfère avoir des discours, à mon avis sur la bande, plutôt que de traiter la racine profonde, quoi. Ouais. Sur la question du racisme, il faut pas comprendre ça comme quelque chose d'individuel. Par exemple, on pourrait dire la même chose. Le parallèle que j'aime bien faire, c'est avec la domination masculine ou le patriarcat. Ouais. Tout le monde comprend que c'est quelque chose de systémique, et dedans, effectivement, tu as des individus que tu vas qualifier de misogynes, mais eux, c'est la phase immergée de l'iceberg. Alors, c'est quelque chose qu'on a tous en nous en particulier. Le racisme, c'est exactement pareil. C'est une question systémique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a certaines personnes qui sont vraiment des gros racistes,
raciste, etc. Et tu le vois, et c'est insupportable. Mais on est tous travaillés par des affects racistes, parce que le racisme, il s'est construit comment ? Il y a une différence entre racisme et xénophobie, c'est très important ça. La xénophobie, c'est quelque chose, alors je veux dire avec des gros guillemets, qui peut être, on va dire, naturel. C'est j'ai mon groupe, il y a un nouveau du groupe, je me méfie parce que je ne le connais pas. Tu vois ? Le racisme, ce n'est pas ça. Le racisme, ça n'a rien à voir. Le racisme, c'est une idéologie qui a été créée pour justifier la domination de l'Occident sur le Sud global. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit, on a fait, par exemple, les Français, on a fait... Je fais un peu d'anachronisme. Mais on a dit les êtres humains sont libres et égaux, etc. Sauf qu'en fait, on avait les colonies. Et il fallait justifier, notamment quand Napoléon a remis l'esclavage, le fait qu'il y avait des êtres humains qui étaient moins libres que d'autres. Au début, on a essayé de faire des justifications biologiques. C'est-à-dire, ils ont un cerveau plus petit, tu vois, toutes les horreurs qu'on a eues. Le laboratoire de théorie raciale. Voilà, on a eu en gros des scientifiques qui étaient payés pour dire ce genre de trucs. Tu vois ? Et pour justifier le fait qu'il y ait une partie des êtres humains qui devait en dominer d'autres pour des intérêts économiques. Parce que le cœur de ça, et ça je demande à y réfléchir, on va peut-être pas y revenir, tout est au cœur de la question du travail gratuit. Tout. Et en fait, dès que tu peux avoir un travail moins cher ou un travail gratuit, tu vas l'utiliser, et donc ça crée des épidémies de burn-out, ça crée la désindustrialisation, ça crée aussi une partie du travail migrant extrêmement précarisé, puisqu'on a besoin de travail migrant dans nos sociétés, mais il faut absolument qu'il soit le plus précarisé possible. Donc on dit tout le temps qu'on n'en veut pas tout en faisant rentrer. Enfin, il y a beaucoup d'hypocrisie sur ces sujets-là. Moi, l'exemple typique, c'est Deliveroo. Exactement. C'est-à-dire, on peut pas avoir un truc en disant on veut pas de migrants, et juste d'accepter qu'il y ait des sociétés qui prospèrent sur ça. De la même façon que je trouve que dans la restauration, c'est-à-dire très réel, le nombre de personnes qui sont des migrants, qui n'ont pas forcément de papier d'ailleurs, et qui travaillent en cuisine et compagnie avec des salaires et des conditions qui sont catastrophiques. C'est-à-dire, il y a un moment, je trouve que ça, c'est le contrôle de cohérence qu'on doit avoir en tant que société, de regarder un peu... Soit les gens sont là et travaillent, donc dans ce cas-là, c'est-à-dire droit et liberté associés, c'est-à-dire c'est aussi simple que ça. Soit pas ça, mais donc dans ce cas-là, l'activité n'a pas sa place. C'est ça. Je demande à trancher entre les deux. Ouais. Je comprends les deux, je comprends pas l'entre-deux. Moi, c'est le truc entre la position intermédiaire me met très mal à l'aise, parce que c'est le beurre, l'argent du beurre et la douleur du crémier dans cette affaire-là qui réapparaît, quoi. Ah, ça c'est sûr. Il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle, de Daniel Véron, qui s'appelle Le travail migrant, l'autre délocalisation, qui explique en fait le rôle social. Vu qu'en fait Carrefour, tu peux pas le délocaliser et que tu dois baisser le coût du travail, la grande stratégie institutionnelle, c'est de donner ce travail, en gros de rendre les conditions de travail tellement impossibles que les seules personnes qui peuvent rentrer dans ces conditions de travail, c'est des personnes migrantes, et pour qu'elles ne se rebellent pas, pour qu'elles se mettent pas en syndicat, il faut qu'elles soient mises en pression tout le temps, et que donc on ait tout le temps des messages politiques en mode c'est eux les responsables de l'insécurité, c'est eux les responsables de nanana, il faut les virer, alors que finalement tu les vireras jamais. Et tout ce que tu vas faire, c'est les précariser, et tout ce que tu ne veux pas faire, c'est leur donner des papiers, parce que si tu leur donnes des papiers, là ils coûtent plus cher économiquement, ils coûtent comme un Français. Pour le coup, c'est Gaspard Koenig, plutôt un penseur libéral, mais qui avait eu toute une réflexion quand même sur la question du revenu universel, parce que pour le coup il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces questions-là, lui avec le propos suivant en disant en fait je suis pour le revenu universel pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui la hiérarchisation des revenus en fonction des métiers n'est absolument pas représentatif du rôle social des métiers, et que le fait de quand même en fait de sortir de quoi les bullshit jobs aussi, ouais. Avec ça. Et de pouvoir sortir en fait une grande partie des gens juste de la question de est-ce que je vais pouvoir me loger et nourrir tranquillement, en fait ça permet en fait de réintroduire un rapport de force sur c'est des métiers dont on a besoin, c'est-à-dire qui est prêt à les faire et pour combien, de recréer du rapport de force en fait dans la transaction économique sur le fait que aujourd'hui, il y a quand même des métiers qui sont juste essentiels, la fameuse première ligne, et qui se lient absolument pas sur la fiche de paye. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on recrée en fait une forme de vraie discussion sur la valeur sociale des métiers? Je pense que ça, c'est un truc qui a été un peu évacué, quoi. Et surtout, si on regarde encore notre dérive écologique, ce sont les métiers de la première ligne qui sont les plus touchés par les impacts du changement climatique, parce que c'est souvent le travail en extérieur. Tous les ouvriers du BTP, et les gens qui font de la construction, ou tous les agricultrices et les agriculteurs, j'avais fait une table ronde au Salon de l'Agriculture l'année dernière, et j'étais avec Miss Agricole 2025,
qui travaille, elle, dans une exploitation dans le Var. Et je regardais un peu ses stories Instagram, et tout l'été, elle était dehors sous 35 degrés. Tout l'été. Tout le temps, en train de travailler dans des conditions pas possibles. Tu te dis, mais enfin, jusqu'à quand ça va être possible, ce truc-là ? C'est pas possible, finalement. Et tous ces métiers hyper précarisés, c'est des métiers qui vont souffrir encore plus des conditions du changement climatique. Encore une fois, c'est la question d'accès aux besoins, le besoin de pouvoir travailler dans des conditions sanitaires acceptables. Même ce besoin-là, écologiquement, physiquement, il va plus pouvoir être assuré. Et donc, si je reviens à mon histoire d'entraide et de robustesse, d'entraide et de compétition, pardon, le livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, il est très bien parce qu'il permet de comprendre que nos sociétés, c'est un cycle, le cycle pénurie-abondance. On a une crise qui fait des comportements d'entraide majoritaires. Les comportements d'entraide, ils permettent l'adaptation, ils recréent l'abondance. L'abondance fait exploiter un peu le milieu. Et l'abondance, en fait, elle va disloquer progressivement les réflexes de l'entraide parce que c'est plus nécessaire. Et du coup, la compétition reprend le pas. Et la compétition, à force de surexploiter le milieu et de détruire les réflexes de l'entraide, elle recrée une situation de pénurie. Donc, ce qu'on appelle le cycle pénurie-abondance. Et ce truc-là est intéressant parce qu'il permet de comprendre nos sociétés comme, en fait, une marche permanente dans ce cycle-là. Et donc, la création des deux côtés de formes d'institutions de la compétition et d'institutions de l'entraide. Et ce qui est très embêtant, encore une fois, c'est que quand je vous demande est-ce que vous avez des exemples d'institutions de l'entraide, personne n'en a vraiment, on va me dire le tissu associatif, etc. C'est vrai. Mais on n'a jamais les institutions de la compétition, par contre, on va toujours me citer des trucs beaucoup plus macro, le monde du travail, les accords de libre-échange, tout un tas de choses, alors qu'en fait, on a une institution de l'entraide en France qui est au moins de la dimension de tout cela, c'est la sécurité sociale. Et l'histoire de la sécurité sociale, elle est extraordinaire, et pour moi, c'est un chemin mais formidable. C'est pour ça que je parle de mise en sécurité sociale des besoins et des communs. On a parlé des besoins, on a parlé des communs, on n'a pas parlé de la mise en sécurité sociale, on va en parler là. La mise en sécurité... Ce qui se passe, c'est qu'en 1945, après un effondrement, donc l'effondrement de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir le Conseil national de la résistance qui arrive. Le Conseil national de la résistance qui arrive, c'est les gaullistes et les communistes qui font un gouvernement et qui font ce qu'on appelle le programme des jours heureux. Dans le programme des jours heureux, il y a un ministre qui s'appelle Ambroise Croizat qui va porter le fait de créer une sécurité sociale pour, en fait, il dit, enlever l'angoisse sociale du lendemain. D'accord ? Comment il va faire cette sécurité sociale ? Ça pète pas dans sa tête parce que c'est un génie ou je sais pas quoi. Ce qui se passait, c'est qu'avant la Seconde Guerre mondiale, tu avais plein de syndicats, de collectifs de travail qui organisaient cette sécurité sociale par la base. Tu avais par exemple les syndicats des électriciens et gaziers qui récupéraient dans des caisses pour eux une partie des cotisations des travailleuses et des travailleurs pour, en fait, leur assurer des vieux jours et les assurer en cas de maladie en particulier. Et ça existait un peu partout dans les corporations. Et au moment de l'effondrement de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est resté debout et ça, il le généralise au tout le système français. Parce que ça a été expérimenté avant, parce que ça marchait mieux que les sociétés, on va dire, que ce qu'on appelle les mutualistes ou les partis un peu... la charité religieuse, qui était très important pour assurer le soin. On a dit, en fait, le truc le plus robuste, c'est ça. Et du coup, on l'a mis en place et on le met en place en 1945. Et c'est hyper important parce que c'est une distinction, par exemple, par rapport aux Britanniques, sous la forme d'un service public non étatique. On nous dit tout le temps la démocratie sociale française sans définir ce que c'est. C'est ça, la démocratie sociale française. C'est que tu as une partie de ce qui doit être géré sur la sphère d'intérêt général, c'est-à-dire la santé, qui est sortie du marché et de l'État. C'est très important. En 1945, les gens qui gèrent, je fais un peu un anachronisme, l'âge de la retraite, les durées de l'assurance maladie, le remboursement des médicaments, etc., c'est 3/4 de représentants des salariés et 1/4 des représentants du patronat. D'accord ? C'est ça qu'on appelle la démocratie sociale. C'est-à-dire que tu as une partie, toute la sphère de la santé, qui est gérée démocratiquement, d'accord ? En dehors de la logique d'État et en dehors de la logique du marché. Et ça, c'est extraordinaire parce que notre sécurité sociale, même si elle est bien malmenée, même si De Gaulle, dès qu'il va se retrouver un peu les mains libres, il va transformer cette sécurité sociale en ne la finançant plus que en mettant de la financement par l'impôt, c'est-à-dire par l'État,
Alors qu'avant, c'était financé uniquement par les cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est quelque chose que l'État ne touche pas. C'est dans une caisse de sécurité sociale. C'est très important, ça. Il va financer une partie par l'impôt et il va transformer le 75-25 en 50-50, ce qui fait que du coup, tu as 50% des organisations patronales et que, en général, c'est tout le temps un rapport de force côté patronal parce qu'il suffit de trouver une forme syndicale un peu plus proche des organisations patronales pour faire passer, pour boucher le trou de la Sécu qui est à chaque fois créé un peu même toujours créé artificiellement. Et du coup, ce truc-là, ça permet en fait de créer. On a créé une institution de l'entraide qui était robuste. Aujourd'hui, la sécurité sociale, elle est mal en point, mais elle tient toujours. Tu la compares au NHS britannique, donc le National Health Services, qui est dans un état pire que le nôtre parce qu'il a pris beaucoup plus fort les crises austéritaires, notamment par Thatcher, parce que le NHS a toujours été géré par l'État. C'est financé à 100% par les impôts des Britanniques. Or, le système de sécurité sociale français, il naît par les cotisations sociales, d'accord ? Et donc, c'est un service public non étatique. Et une fois qu'on a vu ce truc-là, d'un service public, qui est même pas robuste, qui est antifragile. L'antifragilité, c'est quoi ? C'est le concept de Nassim Nicolas Taleb, c'est faire de la muscu. C'est à chaque crise, c'est un système qui, en cas de crise, se renforce lui-même et se transforme, d'accord ? Quand tu fais de la muscu, tu vas soulever des poids et ensuite tu vas du coup détruire des fibres et ton corps il va réagir, j'ai une conscience là, je vais mettre plus de fibres musculaires. C'est exactement ça. On pourrait revoir un peu est-ce qu'il faut être plus fort ou est-ce qu'il faut se transformer. Là on va approximer le concept d'antifragilité par ça. Et donc en fait ce qu'il faut qu'on fasse dans cette mise en sécurité sociale, c'est trouver les sécurités sociales qui mettent en lien les besoins et les communs. Et un des meilleurs exemples que j'ai moi, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, qui s'organise dans plein de collectifs. Et cette sécurité sociale de l'alimentation, en fait, son objectif, dans sa version nationale, quand elle sera une institution forte de notre sécurité sociale, on aura chacun 100 à 150 euros, on va dire que 100, sur une carte vitale de sécurité sociale par mois et par personne. Et ces 100 euros, 150 euros, on ne pourra les dépenser que chez des productrices et des producteurs qui sont conventionnés. Comment on les conventionnerait ? On ferait des caisses, par exemple, là on est à Saint-Ouen. On ferait une caisse de sécurité sociale de l'alimentation de Saint-Ouen qui regroupe des représentants des mangeurs, des représentants des transformateurs, des représentants des producteurs, et on voterait un certain nombre de critères qui permettent d'accéder à ces 100 euros par personne et par mois. Ce qui est intéressant, c'est que ça, en fait, toutes les briques pour construire ça existent aujourd'hui. Je pense à des initiatives comme C'est qui le patron ? Ou dans le logiciel, ils ont construit des cahiers des charges à partir des producteurs. Trop bien. En réassurant en fait, en disant en fait c'est qui le patron, ils ont monté une SKIC avec des consommateurs qui étaient prêts à payer en mode directement des producteurs, en disant on va assurer un débouché en fait à des producteurs, et les producteurs ont construit un cahier des charges, c'est quoi le juste prix dont vous avez besoin pour faire vivre votre exploitation, on se met d'accord, et du coup on a un prix de vente des intermédiaires qui permet en fait de rémunérer le producteur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que typiquement ces logiciels-là, aujourd'hui, ils existent. On pourrait les mailler localement, territorialement, et ça ferait beaucoup de sens, parce que les AMAP, ce genre d'initiatives correspondent déjà en fait à des embryons en fait de sécurité sociale de l'alimentation. Donc juste à être organisé localement en fait. Les ingrédients existent. Oui, c'est ça, effectivement. Et ensuite, une fois qu'on est entré dans cette réflexion-là, déjà, pourquoi c'est formidable ? Parce que déjà, ça te sort des producteurs aujourd'hui qui sont marginalisés dans le culte de la performance, c'est-à-dire les gens qui produisent correctement, qui produisent avec moins de rentabilité parce qu'ils se privent de pesticides, parce qu'ils se privent d'engrais, parce qu'ils irriguent dans tous les sens. Tu pourrais avoir des critères sur l'utilisation de la pesticide, sur les engrais, sur l'implantation de ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative et de l'agroécologie, l'agroforesterie. Et en fait, tu leur fais un marché protégé en faisant ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un débouché de marché et du coup, tu crées une alternative viable, rentable. D'accord, rentable. Tu fais financer, ça peut être rentable, il n'y a pas de problème avec ça. Et surtout, tu pousses tout le secteur à bifurquer vers ça. Parce que si la grande distribution veut les 100 euros, que les 100 euros soient utilisés et que du coup, les gens n'iront plus acheter des produits nuls, ils iront acheter les produits qui sont conventionnés en priorité. Voilà. C'est comme les gens, en général, aujourd'hui, ils vont plus chez les médecins qui sont conventionnés que les médecins qui ne sont pas conventionnés, en général, pour se soigner. Voilà. Donc, voilà, on fait ça, et puis on commence à penser les autres sécurités sociales, le logement, etc. Et tu m'avais posé la question, et je n'ai pas oublié, sur la question des dirigeants d'entreprises, etc. Et eux,
fondamentalement, déjà plutôt ETI, etc., il faut qu'ils se dotent des capacités de prospective de l'impact des signes noirs sur leur business model, d'accord, des impacts des rhinocéros gris. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'enjeu qui existe beaucoup pour les dirigeants qui n'ont pas trop compris, c'est-à-dire de considérer les questions écologiques soit comme un enjeu de reporting, soit comme un enjeu de créer un plan de com pour être plus concurrent que le voisin, d'accord ? En gros, aujourd'hui, je fais bien mon empreinte carbone, je fais bien ma trajectoire, et puis je vais communiquer sur ma trajectoire et mes mesures, et puis ça va me donner une image de marque plus green, mieux que la boîte à côté, et donc je vais gagner des parts de marché comme ça. L'enjeu, c'est beaucoup plus un enjeu ici de anticiper les risques. Et si on arrive à anticiper ces risques, fondamentalement, en fait, on est capable de voir ce que pourrait faire un signe noir dans mon activité économique à moi. Et ça, c'est hyper important, avoir des réflexions sur quels besoins j'assure moi, dans mon territoire, quels sont les acteurs qui assurent un besoin aussi, et comment je peux me mettre ensemble pour créer des sphères de robustesse un peu partout ensemble, et comment j'utilise mes profits aujourd'hui de la performance pour faire des sphères de robustesse qui permettent de mettre en sécurité sociale les besoins de mes salariés, de l'écosystème avec qui je travaille, et donc en fait de rentrer dans cette dynamique de la mise en sécurité sociale. Ouais. Du coup, selon toi, c'est quoi les réflexes, les bonnes pratiques à cultiver pour aller dans cette direction-là ? Eh ben, c'est pas mal l'image de Zelda, moi je trouve, quand même. C'est-à-dire que aller faire des quêtes secondaires, essayer d'ouvrir le chemin, ouvrir les phares vers d'autres, essayer d'être... On fait un peu de philo, comme ça on va finir avec ça. Alors, il y a un écrivain que vous connaissez toutes et tous, qui s'appelle Albert Camus. Camus, il écrit... il a 3 cycles. Le premier cycle, c'est le cycle de l'absurde. Dans le cycle de l'absurde, tu as une pièce de théâtre et tu as le roman L'étranger, que vous avez toutes et tous lu au lycée ou presque, et vous avez l'essai Le mythe de Sisyphe. L'étranger, c'est quoi ? C'est un gars qui ne veut pas, qui refuse de vivre avec les codes sociaux de son temps et qui se fait tuer pour ça, à la fin. C'est-à-dire que le début de L'étranger, c'est maman est morte hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, etc. Et donc, en fait, il va tuer quelqu'un sur une plage parce qu'il avait chaud. Et donc, c'est quelqu'un qui a un rapport absurde au monde. C'est-à-dire, il ne comprend pas les conventions sociales, il ne leur donne pas de sens. Or, tu as un essai qui va avec ça. L'essai, c'est le mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe, c'est en gros, Sisyphe, il a été sanctionné par les dieux. Pourquoi il a été sanctionné par les dieux ? C'est parce qu'il a essayé de feinter sa mort auprès du dieu grec de la mort et il se fait rattraper, etc. Sa punition, c'est quoi ? C'est pendant tout le reste de l'existence du monde, même jusqu'à l'infini en fait, parce qu'il est immortel, il va devoir pousser un rocher, c'est le mythe de Sisyphe, en haut d'une montagne et à un moment, le rocher, il va tomber de la montagne. Ok ? Et ça, c'est jusqu'à la fin de la fin. Il recommence. Or, ce que Camus commence le mythe de Sisyphe par la phrase suivante : il n'y a qu'une seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est le suicide. Le reste, ce sont des jeux, il faut répondre. Ce qui va expliquer, c'est ce rapport à l'absurde. L'absurde, pour Camus, c'est un choc. C'est-à-dire, je veux avoir du sens dans ma vie. Je suis dans le métro, là, je vais au taf, et d'un coup, je me dis, merde, pourquoi je fais ça ? Et ça, c'est l'absurde. C'est-à-dire, c'est un moment, tu veux que le monde te donne du sens, et c'est un mur, et tu te tapes dessus. Et c'est le moment où tu te tapes, où ça fait mal. Et donc, la première solution à cet absurde, pour résoudre la question de l'absurde, c'est le suicide. Le deuxième qui va expliquer, c'est la religion. C'est-à-dire, il va dire pour toute une raison pourquoi c'est pas bien la religion, c'est-à-dire en gros, tu vas te mettre à croire à un être éternel, etc., au fait que en fait, la félicité, elle adviendra après la vie, etc. Camus, par son éducation, il trouve pas cette solution satisfaisante. La troisième solution qu'il va explorer, c'est la question du nihilisme. Le nihilisme, c'est Néron, en gros, c'est-à-dire de penser que, en vrai, au final, tout se vaut. Il n'y a pas de sens, donc s'il n'y a pas de sens, je peux faire ce que je veux. Et s'il n'y a pas de sens et que je peux faire ce que je veux, en fait, fondamentalement, te mettre une balle dans la tête ou me lever du siège, ça a exactement la même valeur morale. C'est on abolit la morale. Quand tu abolis la morale, c'est pas la société de l'anarchie du n'importe quoi, c'est la société où les puissants peuvent faire n'importe quoi. Et Camus, il est obsédé par cette question du nihilisme, par la question du nazisme, c'est-à-dire qu'au final, les nazis sont des nihilistes, ce qui, pour lui, enfin,
certains intellectuels disent qu'en fait, ce qui a permis aux nazis d'arriver au pouvoir, c'est effectivement les classes dominantes qui leur ont donné le pouvoir et qui n'ont pas été élus jusqu'au bout, les nazis, ça c'est le travail de Chapoutot. Mais surtout, il explique que ce qui a préparé l'arrivée du nazisme, c'est une grande société de dépression et donc du nihilisme partout. Et quand tu es nihiliste, en fait, il n'y a que le rapport de force qui compte. Le rapport de force devient la morale. Donc en fait, voilà, tu peux massacrer n'importe qui, c'est ton rapport de force, c'est le nihilisme. Je trouve que c'est intéressant, à l'aune d'une société en mode sous antidépresseur, d'avoir cette lecture-là. Ça explique, de ce point de vue-là, aussi des trajectoires un peu qu'on a collectivement, hein, le renforcement des rapports de force, le fait que le pouvoir devient violent, ou en tout cas légitime plus facilement sa violence. C'est en crispation autoritaire. Ouais, c'est ça, crispation. Se crispe. Voilà. Ouais. Et donc, et bien sûr, il va dire que non, parce qu'en fait, il faut réintégrer de la morale. Parce que tu peux pas te permettre une société où c'est la loi du plus puissant. Donc le nihilisme, ciao. Et donc, quelle est la solution pour l'absurde ? Donc, le suicide, bah non, en fait, on fuit le problème. La religion, bah non, c'est aussi une fuite du problème. Et le nihilisme, surtout pas. Et donc, il va dire ce truc extraordinaire qui se dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. On retrouve notre Sisyphe. Ça veut dire quoi ? Il faut imaginer. Il ne faut pas dire que Sisyphe soit heureux. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Il faut imaginer que Sisyphe, il est content de pousser son rocher. Et qu'en fait, la métaphore de Sisyphe, c'est la métaphore de nous et de l'absurde. Il y a des moments dans la vie où, en fait, on va avoir des choses qui vont nous donner du sens dans notre vie. Et c'est le moment où on va pousser le rocher. Et à un moment, on va avoir une extase, une jouissance de sens au moment où on est quasi au bout du chemin et qu'on a réussi à poser notre rocher sur la colline en haut. Sauf qu'en fait, à un moment, il va retomber. Et là, c'est le moment où il faut tout reconstruire par rapport au sens. Et donc, en fait, c'est quoi la réponse, du coup, à des formes d'éco-anxiété, à cette question-là systémique ? C'est d'être un émetteur de sens soi-même. C'est ça, imaginer Sisyphe heureux. Imaginer Sisyphe heureux, c'est, en fait, réintégrer toi du sens par rapport au monde. C'est toi l'émetteur de sens. C'est toi qui va... C'est pour ça que l'image de Sisyphe, elle n'est pas complète, parce qu'il faudrait avoir plusieurs Sisyphes, en fait, qui viennent aider Sisyphe pour aller pousser le rocher. Mais c'est être un émetteur de sens, et quand tu es un émetteur de sens toi-même, tu attires d'autres émetteurs de sens à toi, qui te nourrissent et qui créent du sens. Et du coup, en étant émetteur de sens, tu sors de l'isolement, et tu arrives à recréer un monde, un univers mental qui a du sens pour toi, parce que tu réintègres du sens, et il y a des gens autour de toi qui réintègrent du sens. Et donc, fondamentalement, la question qu'on a posée depuis le début, c'est une question de lien. C'est-à-dire si on arrive à se lier aux autres, si on arrive à créer des liens émancipateurs, des liens qui créent du sens, émetteur de liens. C'est vraiment un truc, c'est une image que je trouve vraiment pas mal. Et c'est comme ça qu'on vainc l'absurde. Alors, est-ce que tu vas la vaincre pour toujours ? Non. Parce qu'il y a un moment, dans ton chemin, le rocher, il va tomber. C'est un éternel recommencement. Et tu vas recommencer. Et c'est ça la marche de l'humanisme, en fait. Camus, il est profondément humaniste. C'est quoi l'humanisme ? C'est de penser que l'être humain, il peut surmonter ses déterminations biologiques, ses déterminations sociales, ses déterminations, on va dire, anthropologiques même, pour être créateur de son propre destin. C'est ça la philosophie des Lumières. Or, aujourd'hui, on est dans cette double dérive écologique, crise organique, et donc, en fait, on est de plus en plus dans des cas, en tout cas pour de plus en plus de monde, incapable de gérer notre destin. Et donc, être émetteur de sens, imaginer Sisyphe heureux, c'est poursuivre la marche de l'humanisme, c'est-à-dire organiser, faire par la base, créer le sens par les actions qu'on pose au monde et le sens qu'on émet, cette marche-là, qu'on soit toujours capable, en fait, de créer notre futur comme on voudrait l'entendre. Qu'un destin biologique, qu'un destin social ne soit pas un déterminant de ce qu'on va vivre dans la vie. Et donc ça, c'est fondamentalement la question d'ôter toutes les dominations qui existent. Et en tout cas, d'essayer de limiter leur place. Et ça, c'est une grande marche. Et donc, c'est comme ça que la philo, elle peut nous aider par rapport à la question du sens qu'on propose. Et après, je vais pas vous... parce que ça va être encore un tunnel de 40 minutes. Dans la suite, il fait un cycle qui s'appelle le cycle de la révolte. Et il explique du coup comment, jusqu'où on mène une révolte, etc. Ça, c'est dans L'homme révolté. Et il va expliquer dans un roman magnifique qui est La peste, qu'est-ce que c'est de vivre dans une société qui s'effondre. Voilà. Et donc, je vous spoil pas La peste, mais grosso modo...
le médecin qui est dans la peste, il est dans un truc où tout le monde est en train de mourir, et en gros, il y a des personnages qui, dans cette zone-là qui est infectée par la peste et qui est en quarantaine, il y a des personnages qui se disent « je vais partir », etc. Et il y en a d'autres qui, ils trouvent du sens en soignant les gens, même si c'est absurde et même si ils en mourront eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est la question de comment vivre dans une société qui s'effondre. Ok, ça donne des idées de lecture. Puis, Camus, c'est trop bien. Je suis d'accord. Camus très sous-côté, je trouve. Ouais, très sous-côté, on peut faire sous-côté, sur-côté. Ouais. Non, mais pour le coup, aujourd'hui, dans les références qui sont utilisées, c'est très sous-côté et très peu utilisé. D'ailleurs, peut-être probablement parce que l'humanisme a un peu moins le vent en poupe ces derniers temps. Ça fait longtemps qu'on n'en parle plus de ça. Écoute, Iliane, j'ai envie de te donner une dernière question. Moi, j'aime bien quand même terminer sur ce sujet-là parce que tu parles d'humanisme et je trouve dans une société très individuelle, moi j'aime bien réfléchir à ça, de se dire finalement on est les héritiers d'un système, on nous a légué des choses, bonnes et mauvaises, et du coup j'aime bien me poser la question, qu'est-ce qu'on doit aux générations qui viennent aujourd'hui ? En tant que Sisyphe, le sens qu'on doit aller chercher. Poursuivre la marche de l'humanisme. Poursuivre la marche de l'humanisme. Et je pense que poursuivre la marche de l'humanisme, c'est incompatible. Qu'on est dans les temps de rupture, poursuivre la marche de l'humanisme, c'est être révolutionnaire. C'est-à-dire fondamentalement s'attaquer à la racine des choses et que la marche de l'humanisme, c'est aussi savoir bifurquer au moment où il faut bifurquer et qu'on est en train de construire un système, un monde, et on le voit parce qu'on parle plus trop d'humanisme justement, qui est en train de nous amputer de cette promesse pour les générations de futures. Donc il faut trouver une autre voie, un autre chemin. Voilà. C'est souvent l'idée que la Révolution française n'a jamais été finalisée. Il y a deux manières. L'humanisme n'a jamais été terminé. La promesse républicaine n'est jamais terminée aussi. Je suis d'accord, mais tu sais, souvent on entend parler, moi j'aime beaucoup cette idée-là, c'est que tu sais, on parle de la Révolution un peu comme on parlerait d'une crise. Tu sais, c'est un instant, tu vois, c'est une date dans le processus historique, alors que tel que ça a été pensé, c'est que c'était un continuum, ça serait jamais terminé. Exactement, ouais. Et j'aime bien cette idée-là aussi de se dire, bah non, on est comptable à la fois d'un héritage et d'une promesse pour demain. Et cette promesse-là. Et puis tant mieux si c'est jamais terminé, c'est que ça donnera du sens jusqu'au bout. C'est un horizon, c'est un principe. C'est non, c'est pas une utopie positive parce que ça se concentre et que c'est concret. Et que t'aimes pas les utopies. Et que j'aime pas les utopies. Mais bon, je on fait un peu des caisses là-dessus. Il y en a qui sont quand même bien. J'aime pas les utopies toutes seules. D'accord. Un horizon, ça me va. Mais on peut plus laisser aujourd'hui en 2025 simplement un horizon et de dire aux gens d'y aller par eux-mêmes. Moi, je te raconte une anecdote et comme ça on terminera peut-être là-dessus. Moi, quand j'étais en classe prépa, et que je faisais des devoirs de maths, tout le monde m'expliquait que je devais trouver la solution par moi-même. Je n'ai jamais travaillé comme ça. Au début, je faisais ça et j'arrivais pas à l'exercice de maths et en fait, j'allais regarder la solution et je disais ah putain, c'est comme ça qu'ils font et j'aurais jamais trouvé tout seul. Et en fait, j'ai appris que comme ça toute ma vie. C'est-à-dire en mode j'ai un problème, bah c'est bon, je vais voir comment ils ont fait et tac, on s'en sort. Et il faut sortir un peu avec de cette espèce du truc un peu narcissique que chacun peut trouver les solutions par lui-même de tous les problèmes. Pas du tout. C'est pas de l'intelligence, il faut faire de l'intelligence collective. Quand tu as un problème dans ta vie, il y a 40 000 personnes qui ont réfléchi avant. Tu vas pas trouver la solution tout seul, va regarder ce qu'ils ont fait. Au lieu d'aller vers le boss final de Zelda, va sur la zone derrière, tu sais pas, tu verras, peut-être il y aura rien, peut-être il y aura un truc trop bien. Et donc c'est la curiosité qui mène à ces trucs, à ces éléments-là, et qui mène à une forme d'émancipation. Et cette émancipation, elle peut être toujours que collective, en étant en lien avec des émettrices et des émetteurs de sens, dès qu'on peut. Eh ben écoute, j'aime bien cette idée de finir le podcast comme ça. Merci. Merci beaucoup, Iliane.